C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH pour une édition qui va être extrêmement animée. Extrêmement animée parce que j'ai d'abord la bande Crash la mort devant moi. Crash la mort. Les carrément. meilleurs sont ici, la bande Crash la mort. Et en plus, on a des actualités de ouf. Attends, je vais d'abord commencer par présenter un petit peu les gens qui sont à mes côtés et que je suis content que vous soyez là. Bonjour, ça va Reza? Bonjour Pépé, ça va très bien. T'es en pleine forme, t'as plein de trucs à nous dire, je sais pas encore, j'ai pas tout consulté. Aujourd'hui, moi j'ai parlé rapidement aujourd'hui de la MGX Pro, de manette Xbox aussi en vrai au final, et de mon retour d'expérience sur le cloud. Mais j'ai un petit sourire parce qu'à 15h et quelques, on a eu le premier trailer de Need for Speed. Je sais pas si tu jouais au Need for Speed à l'époque. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais je suis content Donc, que tu m'en parles, je suis grand- ravi moi comme Ah, gars. moi je suis un grand fan de la licence et ça fait quelques années, pas mal d'années qu'elle nous a assez déçus. Donc là ils reviennent avec un nouvel opus et j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans le trailer. Après, je répondais rapidement avant l'émission à une analyse sur Twitter. Et j'en ferai peut-être une vidéo ce soir ou demain. Ça sera un plaisir tout à l'heure de t'écouter là-dessus, c'est top. Alors, Captain Web, how are you? Ça va? Très bien, écoute, très bien, comme chaque semaine. Bah, de quoi je vais parler aujourd'hui Yes. alors? Ah oui, je vais parler du robot Tesla, le Tesla Bot, évidemment. Ce serait dommage de ne pas en parler. Et on va parler un peu d'une rumeur qui est un peu plus qu'une rumeur, qu'on en parlait tout à l'heure, de la 4K payante sur mobile, Alors sur YouTube. ça, je t'attends au tournant, j'attends le truc au tournant. Alors le robot, ça m'intéresse vachement aussi parce que quand je l'ai vu, j'ai hésité à savoir s'il était à 2 grammes ou pas, parce qu'il était quand même un peu moi à 4h du matin. Quoi, quand même. Mais j'ai besoin qu'on entende, c'est un peu ce que tu vas me dire. Ouais, ouais. Et la 4K payante en tant que créateur, Voilà. ça m'intéresse aussi because j'aimerais pas que mes petits amadés, mes petits loulous se retrouvent à payer pour avoir des images en 4K. En même temps, combien on regarde de la 4K sur mobile? Ah oui, mais attends, non, si on commence ce débat, Voilà. Ça, justement, J'ai une autre question. Mais vas-y. Combien on regarde la 4K sur PC? C'est vrai aussi. Parce que moi-même qui suis sur PC, je regarde pas de 4K Pépé, je suis désolé. mais moi oui. On est Alors, parce je suis désolé, moi j'ai un PC de course, de trucs qui clignote dans les coins et tout. Il est là, Parce que t'as une super vue, c'est pour ça. Ouais, bah justement, j'ai mis mes lunettes là pour une fois, pour essayer de faire sérieux, parce qu'on me dit, ouais, tu présentes l'émission, t'es pas sérieux et tout. Je dis, bah tiens, je vais me foutre les lunettes, ça me fait marrer, en plus j'en ai pas besoin, c'est génial. Otaksu, alors Otaksu, avant qu'on commence, c'est notre star de la journée. Pourquoi? Parce que Otaksu est en train est en même temps dans un J'ai une côté expérience schizo. schizophrénique Allez, explique. incroyable là, puisque je suis évidemment pour l'émission la conférence Google, sauf que la conférence Google a démarré il y a 30 minutes, finira dans 30 minutes, qu'on est au cœur évidemment des infos. Donc je vous suis tout ça en direct, ce qui fait en même temps le test du Redmi Pad, quelque part, que je vais dont Il je vais prend vous des notes parler en à la même fin de Non mais il est l'émission. incroyable. Voilà. Mais tu as combien de cerveaux? T'es comme une pieuvre en fin de compte. Alors, on dit que les gens ont du mal avec le multitâche aujourd'hui. Je vais Non, non, essayer je de peux- prouver le contraire. Mais non, mais c'est toi. Alors, de mon côté, pendant que là, on va parler justement de plein de choses, du Bluetooth, si on a le temps, en LE audio, low energy, low efficiency, parce que j'entends des trucs à droite et à gauche, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Il y aura un test également, vous avez des tests, les garçons. Donc, la tablette de tous les côtés, manette gaming, qui va s'en occuper tout à l'heure, la manette gaming, it is, je ne sais pas qui, c'est formidable. Oh là là. C'est Reza. C'est trop fort, Reza. Et moi, je vais vous faire le test, le retour d'expérience en long, large, en travers, des AirPods Pro, deuxième génération, ainsi que des rumeurs qui vont également avec le casque Max, parce qu'il y a des rumeurs qui sont sur des fonctions d'un qui ne seraient pas sur l'autre et tout. Et ça va être formidable. Et voilà. Alors moi, j'aimerais commencer un petit peu cette émission, qui ne va pas manquer de dynamisme, avec un petit peu beaucoup Otaksu. Est-ce que Un tu peux me point dire sur qu'est-ce qu'on a raté Otaksu sur la conférence Google? Alors, point Google. sur l'actualité sur la conférence Google, évidemment, les Pixel 7 et 7 Pro ont été officialisés. Nous allons avoir des nouvelles de la Pixel Tab, ce qui n'était pas forcément l'ordre du jour, et bien sûr la Pixel Watch. Google a surtout focalisé à l'heure actuelle sur le design de ces machines. On a quand même les infos qui ont été officialisées, à savoir que le Pixel 7 aura un écran de 6,3 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Bien. Tandis que le Pixel 7 Pro aura un 6,7 Quad HD en 120 Hz. Les deux seront évidemment propulsés par la nouvelle puce Tensor G2, dont la plus grosse particularité, on n'a pas toutes les infos, mais la grosse particularité, c'est d'avoir un nouveau TPU pour gérer du coup tous les Allô. tous les trucs de Google Assistant, tu vois, le machine learning. Il va 60% plus vite et consomme 20% en moins, ce qui va aider beaucoup sur la photo. La photo, on en a un petit bout, c'est actuellement, et c'est pour ça que j'arrive pas à foutre mes yeux quelque part. On a pas mal de nouveautés, notamment là, ce qui a été officialisé, c'est un nouveau mode Guided Frame, où en fait c'est un robot qui va aider les malvoyants Oui. à bien cadrer leurs photos et vidéos pour faire des bons génial. selfies,
réussir à suivre les gens. Sachez d'ailleurs qu'on a eu des infos sur les capteurs photo. La Pixel 7 aura du coup un 50 mégapixels à l'arrière et un 12 mégapixels d'ultra grand angle. Le Pixel 7 Pro aura un 48 mégapixels qui est capable, enfin un nouveau téléphoto qui est capable de faire un zoom optique x5. Un 50 mégapixels en principal, un 12 mégapixels en ultra grand angle, et les deux profiteront d'une nouvelle caméra à l'avant de 10,8 mégapixels qui est capable d'enregistrer en 4K. Pour l'instant, c'est les infos et je vous ferai des breaking news. Non, mais tu sais qu'il y a un truc, il faut qu'on libère quelque chose, parce que j'ai commis une erreur tout à l'heure. Mais c'est vrai, des trucs, il faut savoir l'avouer, c'est que j'ai, entre guillemets, laissé la parole à Otaxou sans envoyer un jingle. Et ça, c'est un truc qu'ils n'aiment pas en régie. Ils sont là à me dire, mais les jingles et tout. Alors, rien que pour le plaisir maintenant, on va s'envoyer un gros jingle, le jingle de la mort. Allez, c'est parti, regarde. Ça a libéré tout le monde et ça m'évite un conflit avec la régie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ces gens-là peuvent appuyer sur les boutons pendant tout. Est-ce que tu as encore des trucs à nous dire, Otaxou, ou pas? Écoute, pour l'instant, il parle du Pixel Unblur, qui était un truc qu'il y avait déjà sur la génération précédente. Donc je vous couperai au moment où j'aurai 2-3 infos de plus qui n'ont pas encore été officialisées. D'accord, et moi j'ai oublié de dire aussi plein de trucs parce que je suis comme ça, dans l'impro tout le temps, tout à l'heure. Si on a le temps, et c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu dans le déni dans ma tête, si on a le temps, on fera enfin peut-être le dossier, le fameux dossier. Le fameux dossier débat. Le fameux dossier entre le streaming et les supports physiques. Là, j'ai tout amené, je suis vraiment venu avec les malles de Liz Taylor, un truc de folie. Et on va voir si on a le temps de le faire tout à l'heure avec plein d'infos. Borvo nous a sorti plein de chiffres pour déprimer en chœur. Il y a eu des chiffres ce matin qui ont été justement donnés par le cinéma français en disant que c'était quand même un petit peu, ça n'allait pas du tout non plus dans les salles de cinéma. Donc on va parler ensemble tout à l'heure et voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est plus possible de faire. Ça sera le dossier qu'on fera tout à l'heure. Surtout Otaxou, n'hésite pas, dès qu'il se passe quelque chose, tu nous arrêtes et tu dis voilà, il se passe des trucs. Faire breaking news. Est-ce que par hasard, moi je t'arrête tout de suite sur le truc, est-ce que pour Google, est-ce que par hasard, on n'a pas eu toutes les infos avant? Est-ce que tu es en train de vraiment découvrir des choses ou est-ce que les choses avaient déjà filtré? Parce que j'ai vu beaucoup de trucs sur les pixels et autres. Honnêtement, on a quasiment tout eu en priorité. C'est pour ça que en fait, là, c'est plus l'idée de respecter les annonces de Google, parce que dans les faits, je pourrais vous faire toute la conférence. Par contre, la Pixel Tab sera une vraie surprise. Ça, on n'a eu aucune info qui a fuité. Par contre, là, ce qui vient d'être annoncé, le Cinematic Blur, on l'avait déjà vu. Donc, c'est l'idée, en fait, c'est le même mode cinématique que les iPhones, à savoir avoir un mode bokeh sur les vidéos dont les Pixel du coup 7 et 7 Pro profiteront. D'accord. C'est-à-dire, on en parle après parce que ça va faire un super John Join. Ouais. Non, je vais te laisser la parole, monsieur Captain Web. Est-ce qu'il y a un super jingle pour Captain Web? Je le refais maintenant parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que si c'est pour après avoir la régie entre sur le chaque dos, news. Non, il n'y a pas de jingle. Alors, je suis content que tu puisses nous parler maintenant. On va attaquer par quelle news? On va attaquer par un robot. Oui, on va commencer par le robot d'Elon Musk, puisqu'il nous l'avait promis l'année dernière. Alors, on se rappelle tous de ce qui s'était passé il y a de cela pas si longtemps, il y a un an, puisqu'il avait annoncé en fanfare le début du développement d'un robot donc humanoïde Tesla. Et il avait présenté sur scène, alors là on n'a pas les images, je pense, mais vous les avez vues la semaine dernière, une personne en costume qui était en train de danser comme le mime Marceau, si tu veux. C'était extrêmement gênant, on va pas se le cacher. Mais en tout cas... Il le fait exprès, c'est le roi du buzz, il le fait exprès. Je sais pas, des fois, c'est tellement cringe quand même, des fois je me suis pas certain. Moi c'est cringe, mais moi j'ai regardé ça, voilà. je souriais en même temps quand j'ai vu ça, mais là c'est quand même cringe. Quand on essaie de faire du Daft Punk low cost, ça donne ça Elon Musk, malheureusement. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai que c'était ça. C'est pas faux. Mais bon, ça c'est Elon Musk, il fait toujours des promesses pas possibles, alors souvent il les tient pas, mais en tout cas ça avance. Et donc là, à l'occasion des Tesla AI Day, alors je sais pas comment tu le prononces en anglais. AI. AI. Pas de français ou anglais. AI pour anglais et IA pour français. C'est pas grave. 2022, il a présenté enfin une nouvelle version du robot. Alors cette conférence, elle est dédiée à l'intelligence artificielle, donc Tesla, donc l'intelligence qu'il y a dans les voitures. Il y a eu une grosse partie aussi sur la conduite autonome, sur leur superordinateur qui permet de développer tout ça, sur comment ça marche, etc. Mais la partie qui nous intéresse le plus, moi qui m'intéressait le plus, c'est celle sur ce fameux robot. Et on a enfin eu un véritable prototype sur scène qui courait, on va pas dire courait, qui marchait, qui dandinait, on va dire, et que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce robot? Alors, on a vu pas mal d'infos dessus. Faut voir que c'est vraiment le premier prototype du truc. Alors, il y a eu beaucoup de critiques dessus en disant, par rapport à ce que fait Boston Dynamics et tout, on en est loin, évidemment. Mais attention, ils ont a priori développé ça en 8 mois, 10 mois.
Personne n'y croyait. J'ai vu le truc, Dis-moi. j'en ai parlé avec des potes qui sont dans la robotique, ça leur paraît impossible qu'en 8 ou 10 mois on fasse ça. C'est-à-dire c'est des magiciens parce que Moi, j'y crois pas non plus. ils ont dû commencer avant sans le Alors, dire. le coup de bluff. Mais il est formidable. Et En tout cas, tous les spécialistes de la robotique disent ça n'a rien de novateur dans le sens où on a déjà vu ça. Il y a quand même 2-3 trucs dont on va parler après qui sont nouveaux, mais en tout cas, voilà, il y a des robots qui vont plus vite. Évidemment, il y a Atlas de Boston Dynamics qui fait des choses incroyables. il est militaire. Voilà, oui, alors après, on ne sait pas trop. Mais de toute façon, Boston Dynamics a été fondé en grande partie par la DARPA. Et yes, merci. Voilà. Mais c'est la Donc, vérité. comme la plupart des programmes robotiques. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce robot? Je vais vous donner un peu les caractéristiques du truc. 1m75 pour 76 kg, donc sous forme humanoïde. C'est-à-dire qu'on est vraiment très proche, Un effectivement, gamin humain. de la stature d'un humain. Il a, son intelligence artificielle, c'est la même que celle des voitures Tesla, donc qui a été évidemment modifiée. Donc il peut les conduire. Alors, c'est une bonne Ah question. non, moi je suis Est-ce que c'est pas redondant? Peut-être. C'est un chauffeur Uber le truc. En théorie, non ouais. mais franchement les gars. Bon, Comme vous le voyez, alors, sur scène, c'était la première fois qu'il était débarrassé de ce câble-là qu'il y a en protection, parce qu'effectivement, au début, quand tu testes un robot comme ça, t'as pas envie qu'il se casse la gueule et que tu casses 100 000 € de matériel. Et là, sur scène, a priori, c'était vraiment la première fois qu'il fonctionnait sans câble et tout. Je sentais qu'il était un peu tendu quand même, parce qu'il se demandait s'il n'allait pas tomber et qu'ils allaient devoir le récupérer sur un brancard. Bref. Donc, à l'intérieur, on a dit le programme de Tesla. Alors, il est tout électrique, et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'hydraulique à l'intérieur. Boston Dynamics, par exemple, tous les gestes du robot, c'est un système hydraulique. Tandis que là, tout est entièrement électrique. Et ça, c'est un peu une nouveauté qui a un peu surpris les chercheurs parce que c'est plus lent que l'hydraulique, c'est moins. Tu n'arrives pas à avoir des gestes qui sont aussi fluides, d'avoir une réactivité qui est aussi rapide. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas développé tant que ça. Et il y a aussi autre chose qui a surpris un peu les spécialistes du genre, c'est qu'il y a de véritables mains. Tu as 5 doigts à chaque main et des pouces opposables. Si tu regardes le robot Atlas, par exemple, il n'a pas de main, c'est juste des boules qu'il a au bout. Ouais. Et c'est pas, en tout cas, il n'est pas géré comme ça. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment de remplacer l'humain. Alors, et d'ailleurs, tout le programme, tout a été développé en prenant comme base l'être humain. Donc ils ont fait de la motion capture pour voir comment ça marchait, etc. Ils ont essayé de reproduire, en fait, électroniquement, avec des composants, ce que fait un être humain. D'accord. Ça te fait rêver ça, Reza, ou ça te laisse complètement de marbre et Moi, j'ai peur. Peur, mais il est plus petit que toi. Mais attends, mais t'es plus baraqué que le 1m75. Moi, je suis un humain. Tu vois, j'ai du sang, j'ai des muscles, j'ai Oui. de l'eau, j'ai de la graisse. Yes. Lui, il a des fils et du métal. Oui, mais tant que c'est nous qui le contrôlons, moi j'ai toujours cette idée que. Ouais, mais tu vois, on sait que tout peut être piraté. Hein. On vient de l'informatique, c'est pour la plupart, tout peut être piraté. Du coup, le robot, c'est bien, mais j'ai envie de savoir quelle va être l'utilité d'abord. Il l'a pas dit de toute façon. Ils n'ont pas encore parlé du marché ciblé. Est-ce que c'est pour. Alors, il parle, le robot a été conçu de façon à être produit en masse. À 20 000 euros. C'est pas un prototype qui est fait pour tester. En fait 1 000 $, c'est ça? Alors, moins de 20 000 $. Moins de 20 000. Ouais, c'était bien celui-là, moins de 20 000. C'était moins de 20 000 $. C'est ce qu'Elon Musk dit, Ouais. on n'est pas certain. Et il parle de 2 millions d'unités. Alors, Pardon. Ah, j'y crois pas, 2 millions. Déjà, si tu veux. Mais alors, attention, lui, il dit dans 3 ans. Voilà, c'est Elon Musk, on prévoyait plutôt 6-7 ans peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un véritable développement. Parce qu'au début, on pensait que c'était que du bluff, qu'au final, on n'entendrait plus jamais parler ou que ça allait aller dans le fond. En 10 mois, ils ont quand même un prototype qui arrive sur scène, qui marche. Donc, c'est pas trop ce que ça peut donner. C'est assez intéressant. Ils ont développé quand même pas mal de choses. Ils ont développé ce qu'on appelle des actionneurs, qui sont en fait ces parties du robot qu'on voit plus tard dans la vidéo, qui permettent tous les mouvements. Donc, le mouvement des coudes, des doigts, etc. Ils l'ont développé en interne chez Tesla. Ils ont développé aussi d'autres... Ah oui, une partie du robot qui est intéressante, c'est le torse, en fait, puisqu'ils ont réuni tout le cerveau du robot dans le torse, dans une batterie. Donc, en fait, la batterie est à la fois la batterie du robot qui va lui permettre de fonctionner. A priori, il parle de 6 à 8 heures de travail par jour, non, 8 à 10 même, heures de travail par jour. Il utilise 500 watts en marche et c'est une batterie de 2,3 kW, 52 volts. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne sais pas s'il y a des spécialistes. Mais vous, sur les kilowatts et les volts, non, Non, voilà, je fais c'est ça. le calcul, mais Voilà. pas, Donc, on va pas là voir- maintenant, pas tout de suite. on va Vu voir que les ce gens que qui nous dit Tesla. regardent, ça se Voilà. trouve. Et l'idée, effectivement, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est d'avoir un robot qui va être au milieu de vous dans les... Mais c'est un robot d'aide à l'humain, on est d'accord? C'est un robot de coup, on est plus, compagnie de service? Exactement, on vise plus les entreprises que les particuliers, du coup. On ne sait pas trop, ils l'ont pas dit. Hein. Moi, de ce que j'ai vu dans la conférence, ils n'ont pas spécifié. A priori, on l'envoie dans le bureau, on Oui. le voit dans un entrepôt. Il y a de l'arroser les plantes, mais est-ce que moi, ce qui m'intéresse, parce que ce qui n'a pas été dit, quelle est la force du robot? Tu parles de doigts opposés. Est-ce qu'il a parlé de la force? 9 kilos par main. Donc, en gros, 18 kilos qui
peuvent être portés par le robot, ce qui est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, à un moment dans la vidéo, vous allez peut-être le voir, il montre ces fameux actionneurs donc, qui servent à à actionner les différents éléments du robot, avec un d'eux qui porte un piano à queue, vous le voyez à un moment. Donc, voilà. Parce que la peur passe par la force également. S'il reste dans des conditions, on va dire, normales, dans un endroit où on peut le laisser... Est-ce qu'il est censé tenir compagnie aux gens ou se retrouver, comme tu dis, dans les usines ou... Ouais, parce que déjà, dans les entreprises, on a déjà des gens qui font ces boulots-là. On a vu quand quelqu'un qui a rangé les plantes, agents d'entretien et autres sont des métiers qui existent aujourd'hui, qui aident pas mal de gens, je pense. Du coup, j'arrive pas à savoir en fait ce que Elon Musk veut faire avec ce robot. Est-ce qu'il veut juste impressionner la galerie, faire un proof of concept et dire ok, moi je sais faire ça, donc allons vers les militaires, l'armée et vendons-leur ce qui sera la protection de demain ou ceux qui s'entretueront demain, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on essaie vraiment d'inonder le marché de l'entreprise et justement de retirer par exemple ces métiers-là et de les remplacer à par mon les avis, je pense qu'en tout cas, bon, déjà évidemment, c'est une publicité incroyable pour Tesla, c'est de dire voilà notre et d'ailleurs il le dit dès le départ, il dit notre intelligence artificielle dans la voiture est tellement bonne qu'en fait, on peut la mettre dans un robot et vous voyez, le robot peut marcher tout seul, il peut s'équilibrer, il va pouvoir faire plein de choses. J'ai plutôt tendance à penser qu'il voit le marché de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à 20 000 $, bah, tu calcules le salaire d'un être humain sur un an. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé. C'est les robots qui vont fabriquer les bagnoles. Alors, moi, je dis que c'est une idée. C'est horrible, mais c'est une idée. Et au Taxout, qu'il se passe quelque chose chez Google. Alors, Breaking news. J'ai plus de détails sur les modes photo et vidéo du Ah oui, tout des à l'heure, tu m'as Pixel parlé 7 de et ça, 7 oui, Pro. avec plaisir. Alors déjà, pour la vidéo, ce sera du HDR 10 bits qui sera optimisé automatiquement pour TikTok, Instagram et tous les réseaux sociaux qui seront du coup compatibles avec ça. Pour ce qui est du zoom, on a un zoom qui additionne le hardware et le software dans un truc qui s'appelle le Super Res Zoom. Sur le Pixel 7, on a en fait, à partir du zoom 2 fois, il va en fait crop, aller dans une image du capteur 2,5 mégapixels et ensuite passer un coup de denoiser, enlever le bruit, rajouter du piqué. Sur le Pixel 7 Pro, qui a, je le rappelle, un capteur téléphoto 5 fois, donc Yes. optique, entre 2 et 5 fois, il va combiner justement une photo du téléphoto et du normal pour essayer d'avoir une meilleure image. Et après, au-delà, sur le 10 fois, il va en fait refaire un peu la même chose que sur le 2 fois, c'est-à-dire avoir tout un système d'algorithmes qui va améliorer la photo, sachant que de 10 à 30%, parce qu'on peut aller jusqu'à 30%, même si 30% sera numérique évidemment, on a ce qu'ils appellent la stabilisation du zoom. En fait, c'est une stabilisation automatique qui va éviter du coup le bending, donc quand Yes. l'image Ouais. se détord, et va rajouter un upscaler. Le mode macro focus a été officialisé, il profitera du coup du nouveau capteur ultra grand angle qui a cette année un autofocus intégré. On nous promet de pouvoir prendre des photos jusqu'à 3 cm, aussi proche de 3 cm du sujet. D'accord. Et bien évidemment, tous ces modes-là profitent du HDR+. Je vois à l'instant que les Pixel 7 et 7 Pro, les prix ont été annoncés. $599 pour le Pixel 7, $899 pour le Pixel 7 Pro. A priori, selon les fuites, mais on vérifiera au cours de l'émission, ce sera 649 € pour le Pixel 7. On n'a pas encore le Pixel 7 Pro. Là, c'est les fuites. Je vais essayer d'avoir les prix français en direct live. Voilà. D'accord. Bah écoute, par rapport à la génération précédente, est-ce qu'on est sur quelque chose qui a monté en prix ou on est sur quelque chose qui est encore acceptable par rapport au 6 ? Sensiblement similaire. Sensiblement similaire. Ok. Bah écoute, on peut revenir 3 secondes sur Oui, le robot. sur nos parce que petits vraiment, robots. C'était super intéressant comme débat. Ouais, comme on le dit dans le chat, on a déjà des robots en entreprise, mais c'est pas des robots bipèdes. C'est plus des bras mécaniques et autres, ou Ouais, des systèmes pas des humanoïdes. automatisés. Exactement, voilà, c'est pas humanoïde, c'est plus des systèmes automatisés qui font ça. Du coup, on parle souvent à chaque fois à l'époque de faire des robots bipèdes pour remplacer sur les tâches pénibles, mais une tâche pénible reste un métier. Du coup, si on enlève les gens de ce métier, Oui, mais où est-ce dans ce qu'ils vont cas-là, tu as l'aide, c'est-à-dire tu as des robots, tu as un système qui te permet justement d'avoir une aide que tu fixes sur le les salarié. exosquelettes, enfin Les exos. Ouais. Moi, Les c'est plus un truc qui m'intéresse. On n'en parle pas souvent, mais ma mère était aide-soignante. Mhm. Elle bossait à l'époque, elle est à la retraite, on t'embrasse maman. Et Bisous à la dame. voilà, c'était des trucs, c'était 12 heures. C'était des journées de 12 heures. Et voilà, 53% du chat 53% pense que c'est l'avenir. C'est des Et journées Loulou de 12 heures. Oui, Moi, je pense que de ce excuse-moi. côté-là, ils devraient partir sur des Priorité à exosquelettes. l'actualité. Je Let's go. t'adore. Finissez vos phrases, mes amis, je vous en prie. Regarde, mais Simplement, Merci au j'ai taxi. les prix officiels en France. Donc, le Pixel 7 sera bien vendu à 649 €, le Pixel 7 Pro à 899 €. Ok. Et les livraisons démarrent à partir du 12 octobre, sachant que vous pouvez désormais les précommander. C'est 128 Go
ou 256 Go de stockage et ça rajoute 100 balles de différence entre les deux. Voilà. Muy bien, Ça va, muchas ouais, ouais, gracias, c'est pas señor. mal. Bon, raison, on en était là, justement, avec le chat qui dit que 53% pensent que c'est l'avenir. Ouais. C'est une courte distance, quand même, quelque part. Il y a quand même 47% qui pensent que C'est pas beaucoup, l'avenir. hein, 53. C'est Après, faudra juste, moi, je pense qu'il faudra juste définir ce à quoi ils vont servir. Ouais. Mais je pense qu'une bonne priorité pour aider les humains dans les tâches pénibles, ce serait les exosquelettes ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'est vrai que l'avantage d'un robot comme ça, c'est que dans une usine, comme par exemple les usines Tesla, tu as besoin de grosses machines parce que tu bouges des voitures, etc. Donc c'est des robots qui sont spécifiquement faits pour ça. C'est des bras. Sur des bras, en général. robotisés, voilà, C'est des exactement. bras rotatifs. Là, un robot comme ça, en fait, tu peux lui donner n'importe quelle tâche parce qu'il peut se développer dans un environnement qui est fait pour lui. Donc, imagine, il est dans des bureaux, tu lui dis, bah voilà, il faut que tu arroses les plantes, par exemple, comme dans On la. va chercher un carton. Voilà, c'est ça. Tu vas ramener les cartons, tu vas aller faire tel truc, tel truc, tel truc. Pour le Non. coup, c'est un robot qui est vachement, enfin, tu vois, qui est multitâche. Captain Web, je vois, mais est-ce que là, on est quand même conscient qu'on parle non pas du chien robot de Boston Dynamics qui fait ça de haut, mais d'un truc qui fait la taille d'un être humain à 1m75, qui va se déplacer comme ça devant toi pour t'apporter un truc. Est-ce que, moi je sais pas, il faut quand même se faire à l'idée d'avoir vraiment un collègue. D'où l'idée qui serait de la forme de plus en plus humanoïde, en fait. Humanoïde. Et que, voilà, que tu le reconnaisses pas comme un être humain, mais qu'en tout cas, il soit plus proche de toi. À mon avis, psychologiquement, c'est un truc qui aide. Quand tu le vois à côté des gens, bah, tu vois, tu as la même taille, c'est vraiment l'humanoïde Alors ça, parfait. c'est la deuxième version. Donc le robot s'appelle Optimus. Ça, c'est la deuxième version qu'il a montré, qui lui, pour le coup, ne marche pas parce qu'il est sur un socle. Alors, ils ont un peu galéré pour le porter. Et qui lui a, pour le coup, une coque. Donc, tandis que l'autre avait vraiment les fils à gauche, à droite. Et on va voir, mais c'est très intéressant. Il va falloir voir parce qu'ils ont réussi en 10 mois à faire un truc quand même assez incroyable. Ils ont les moyens après. Il faudra voir dans 10 mois, dans un an, à la prochaine conférence. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas dit je veux en faire ci, ça ou ça ou ça. C'est qu'il l'a présenté, il dit voilà, il est là, mais il n'y a pas eu la destination pour le moment. Donc on ne sait pas, mais c'est l'idée aussi peut-être de se dire il peut s'adapter à tout. Puisqu'au final, comme un être humain, tu lui donnes une tâche, tu l'entraînes, tu l'apprends, et après, il peut faire ce qu'il veut. Dans tous les cas, suite au prochain épisode, Otaksu, live from Google. Les Google Pixel Watch ont été ça y est. officialisés, ça y est. Alors en vérité, toutes les infos sont sur le site officiel, ils ont tout sorti, donc du coup je ne vais pas attendre tranquillement. On a un affichage AMOLED de 1,6 pouces et du 320 pixels par pouce, c'est très bon, sachant que le boîtier est vraiment tout rond et cache très bien ses bordures. Une luminosité jusqu'à 1000 candela à mètre carré, sachant qu'il y a un mode Always On. La taille du boîtier c'est 41 mm et toujours 41 mm avec le verre en façade qui est un verre Corning Gorilla Glass 5 3D. En termes de SoC, nous avons à l'intérieur l'Exynos 9110 qui est en fait l'Exynos utilisé dans les Galaxy Watch aussi avec un coprocesseur Cortex M3, 2 Go de RAM. Surtout la nouveauté, c'est que c'est l'avènement de Wear OS 3.5 que vous pouvez voir ici avec une grosse intégration de Fitbit à l'intérieur, notamment Fitbit qui a été racheté par Google, notamment l'intégration d'un moniteur de rythme cardiaque qui est dit comme le plus précis jamais créé par Fitbit. On a plein de petites choses comme ça, la 4G intégrée, Bluetooth 5.0, une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur, 5 Atmos, une autonomie annoncée de seulement 24 heures. Surtout, un système de bande qui vous permettra, à la manière des Apple Watch, d'éclipser de nombreuses bandes différentes, que ce soit pour la fitness. Assez rapidement, tu clipses et déclipses. Okay, c'est cool ça. Vraiment à la manière d'Apple. Et tout ça est vendu au prix de 379 €. C'est le prix de départ pour la version Bluetooth classique. Avec tout de même un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium inclus et un abonnement de YouTube Music Premium inclus c'est également. Autant y aller franco quand tu... Il y avait intérêt, très clairement. Et a priori, c'est en vente dès maintenant, sachant que les bracelets sport sont à 49 €, le bracelet élastique classique à 59, le bracelet en cuir à 79. J'ai oublié de préciser un truc sur les Pixel 7, je suis désolé de te couper. Les Pixel 7 vont intégrer cette année le VPN Google One gratuitement. D'accord. Et ce qui est pas mal intéressant, ça fait partie de... Est-ce qu'on a vraiment envie que Google s'occupe de nos VPN? C'est une autre question. C'est une autre question. C'est une question qui se pose, tout à fait. Un débat pour une émission entière. C'est clair. Juste pour terminer sur les robots, t'as terminé? Oui, c'est bon. Tu reviens quand tu veux au Taxou. Je te laisse. La prochaine sera la Pixel Tab. T'es notre vigie aujourd'hui. Ouais.
Évidemment, il y a des professionnels qui se posent des questions du point de vue éthique, que c'est pas un robot qui sera fait avec les fameuses 3 lois de la robotique, si tu veux. Donc on se demande comment il va être programmé à ce niveau-là. C'est ma question depuis le début. Bah. C'est la question que je me pose. On sait Quelle est l'utilité, quel est ce qu'il a dans la tête à ce moment-là? Bah ouais. Et on sait que les voitures aussi ont il y a eu un souci d'éthique à ce niveau-là. Quand tu as une voiture autonome, la question c'est quand il va y avoir un accident, si tu veux, et que la voiture ne peut pas empêcher l'accident, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle protège le conducteur ou est-ce qu'elle protège le piéton? Et ça, c'est un vrai débat qui est en cours depuis des années. Si tu Depuis veux. le début. Mais moi j'en entends parler depuis le début parce que j'ai eu la chance d'aller chez Audi et autres en Allemagne avec justement les voitures autonomes. J'avais fait des enquêtes sur place. C'est la principale question que tout le monde se posait. Nous on faisait des trucs sur circuit et autres et nous on posait la question aux gens, aux ingénieurs, on dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant, il y a un enfant dans le véhicule, il y a un enfant qui traverse. Où est la priorité de l'intelligence artificielle? Et à chaque fois ils me faisaient des grands yeux. Parce que la réponse n'a jamais été franche, elle nous a jamais été donnée de façon franche. Et moi, ça m'ennuie, parce qu'en effet, et puis après, si ce type d'accident se répète, quelles sont les assurances qui vont être capables d'assurer ce véhicule sans se dire on se retourne vers le fabricant? C'est un problème extrêmement compliqué. Sachant qu'a priori, la voiture autonome provoquera beaucoup moins d'accidents que les humains. C'est un truc qui est évident. Mais est-ce qu'elle fait le choix des humains pour qu'il y en ait moins? Donc Après, qu'il n'y ait pas le... Le truc sur ça aussi, c'est que le dilemme du tramway, c'est quand même une question philosophique qui existe depuis super longtemps. On peut pas Mais qu'on n'a jamais eu à mettre en pratique. Voilà, on ne peut pas demander à une IA de régler ce problème qu'on n'a jamais su régler en vérité. Je finis avec un dernier truc, je vous ai trouvé une petite vidéo d'un autre robot, si Borvo peut la mettre. C'est un robot, c'est une expérience artistique si tu veux, où un artiste a décidé de brancher une main robot sur une plante et en fait, en fonction de comment la plante conduit l'électricité, ce bras robot avec une machette, si tu veux, C'est la planète qui se mange, ça. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois. J'ai trouvé ça fantastique. J'aimerais bien l'avoir chez moi, mais je pense que ma famille ne va pas vouloir. Mais ça m'avait beaucoup fait rire. En tout cas, il y a une réflexion intéressante de la régie et des gens qui nous regardent, qui sont toujours très cool. La voiture va protéger le mec qui l'a acheté. Et c'est pas faux, on va tout de même pas péter les clients. Mais moi, j'attends vraiment des réponses. Ça me passionne. Depuis le début, ça me passionne. C'est vrai, les Tesla me passionnent et j'essaie d'avoir des réponses et c'est un peu compliqué dans la profession. Est-ce que tu as fait tout ce que tu avais à faire au niveau des robots et moi, je suis passionné par... C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Il y a plein de questions qui se posent. Mais tout à fait. Comme le sujet suivant d'ailleurs, qui est assez intéressant. Ton petit sujet suivant, parce qu'on va parler un petit peu de la loi européenne de l'USB type C, parce que ça fait quand même des années que ça tourne en boucle de tous les côtés. Alors c'est voté? Et oui, ça y est, c'est voté. Donc à partir de 2024, tous les appareils mobiles en fait, donc téléphone, casque, appareils portables à partir de 2026, ça c'est pas 2024, devront avoir obligatoirement de l'USB-C. Pour alimenter, de façon à ce que... Le chargeur, c'est-à-dire là où on charge... La prise devra être USB-C pour recharger effectivement tous ces produits. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, le seul aujourd'hui quasiment qui ne fait pas ça, c'est Apple, bien sûr. Oui, c'est eux malheureusement. Heureusement, malheureusement, je sais pas. Moi, je me dis, Apple, ils sont malins, parce que là, d'après ce que je sais, ça va être voté il y a 24 mois avant l'application. Oui. C'est ça, c'est ce 2024 normalement. C'est 24 mois avant l'application ferme, donc fin d'année 2024. Ouais. Est-ce que d'ici là, Apple aura encore des prises? Est-ce qu'il ne sera pas tout en... Allez, on dit non, parce que non. Tout en sans fil. Alors, ça concerne que l'Europe, attention. Yes. Mais évidemment, ce serait un peu con pour eux de développer une chaîne spécifiquement pour l'Europe et d'avoir un autre. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, logiquement, ils devraient tout harmoniser. Et voilà. Mais ils ont fait des chaînes de production pour des boîtes spécialement pour l'Europe, pour la France, on met les écouteurs. Ils ont fait des trucs que j'avais séparés. Ouais, mais là, c'est la coque, c'est différent. Là, c'est un peu différent, mais déjà, ils sont habitués à se retrouver dans certains pays, entre guillemets, avec des lois différentes. Mais là, c'est de la plus grosse qui soit, puisque ça les oblige. Oui, bien sûr. Mais après, c'est intéressant et ça semble logique, parce qu'effectivement, l'idée, c'est que tu ne rachètes pas sans arrêt des mêmes chargeurs. Tu n'as pas donc, du coup de chargeurs fournis dans les boîtes. À noter que c'est déjà plus le cas chez Apple. Ils n'ont plus de chargeurs qui sont... Ni chez Samsung, ni chez Xperia que j'ai reçu tout à l'heure. Il n'y a pas de chargeur dedans. Hein. Alors, évidemment, l'argument principal, c'est l'écologie. Voilà. Après, je ne crois pas que le prix ait baissé beaucoup une fois qu'ils l'ont retiré du paquet. Donc bon, voilà. Il y a quoi? J'ai regardé vite fait. Il y a évidemment le prochain iPhone. Ah bah voilà. Yes. Pas mal. Mais en final, le Lightning, c'est du USB-C inversé en vrai. Et à l'époque, tu avais Apple qui plaidait pour ça. Mais complètement, pour le coup, dès le début, ils ont dit oui. Ils ont dit ouais, faut faire ça. Et les autres disaient non, malheureusement. Et aujourd'hui, on va tous se retrouver dans l'USB-C. Et les performances sont moins bonnes que l'USB type C. Hein. En plus, dessus, sur celui-ci. Hein.
Mais au début, Apple poussait à fond. Mais c'était l'iPhone 5 de mémoire qui avait la première fois ce type de connecteur. Alors ça, je ne sais pas, peut-être que les petits loulous dans le chat le savent, mais je ne sais pas si c'est le 5. Je ne sais pas si c'est le 5. Ça date d'il y a un bout de temps. Mais bon, ça ne peut être qu'intéressant. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire. Il y a le prochain iPhone, l'iPhone 15, évidemment, qui a priori, logiquement, devrait avoir l'USB-C. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas. Ah, je pense que c'est déjà en production. Moi, je pense qu'ils vont rester dessus pour le 15, ce sera mis en place pour le 16. Ouais, peut-être. Bah, Moi, je suis entièrement d'accord avec Reza. Ouais. 16. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. Vraiment, je pense qu'ils n'avaient pas prévu à l'avance mais le coup. Entre prévoir et dire, bon, on va le faire, tu vois, il y a toujours l'espoir qu'il se passe un truc, voilà, il y a toujours l'espoir que ce soit reculé. Ça a été voté, je crois que 97%, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il y a 2 ans de latence. C'est 2 ans avant l'application, ça je suis sûr. Et puis aussi, 2026, donc 4 ans, les ordinateurs portables. Là aussi, pour le moment, c'est les enceintes. Je vais vous couper très rapidement sur la Pixel tablette qui a été annoncée parce que ça va nous permettre normalement la régie de récupérer facilement l'image que je veux. La Pixel tablette a été en fait confirmée pour être fondamentalement un Nest Hub dont tu enlèves l'écran et l'écran que tu peux transporter partout, équipé d'un Tensor G2, voilà. Donc en fait, c'est un Nest Hub, un assistant dont on peut enlever l'écran pour l'utiliser en tablette, très clairement. Android 13 qui sera optimisé pour un max d'appli et surtout le coating sera fait, son corps sera fait en nano-céramique. Donc ça risque d'être très 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 résistant. Moi j'aime bien le concept à la limite où tu pars avec. J'adore ça. J'adore ça. Sincèrement, je trouve que ça m'a... Le nombre de fois où j'ai regardé mon Nest Hub et je me suis dit j'aimerais bien juste arracher l'écran de temps à autre, tu vois. C'est très cool. Ça se passe bien chez Google, autrement ils sont contents. Écoute, ça a l'air de très bien se passer. Ils ont eu une standing ovation, semble-t-il, pour justement le fait que ce soit un Nest Hub. Donc, cool. On continue. L'industrie est magnifique. Les mecs, ils n'arrêtent pas de produire. On est tous là en train de parler des tas de trucs et les mecs continuent à produire pour nous donner envie de parler et d'acheter. Bon, on a un petit peu fini avec le USB-C. Vous avez encore un truc que tu voudrais ajouter? C'est bien le 5, le premier sur le chat. Le 5, bravo. Bravo. Enfin, moi, je pense que ça va être adopté, mais je pense qu'aussi Apple est malin et je pense que peut-être ils vont essayer de trouver de mémoire une voie. Il y avait déjà eu une histoire comme ça. Bon, c'était il y a très longtemps et plutôt que de mettre l'adaptateur qui avait été demandé par l'Union européenne, ils avaient foutu un adaptateur dans la boîte qui faisait 2 mm et que personne n'utilisait, 2 cm. On verra. Moi, je suis super content. Alors maintenant, on va parler d'un truc qui intéresse beaucoup de monde, y compris nous, les créateurs, tout le monde. Alors on va d'abord savoir est-ce que c'est une rumeur ou pas, mon cher Captain Web. Est-ce que oui ou non, dans peu de temps, pour avoir de l'ultra HD 4K sur YouTube, il faudra être premium, et que si tu n'as pas premium, tu seras en 1440p? Alors, a priori, c'est un peu plus qu'une rumeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des utilisateurs qui ont fait remarquer qu'ils ne pouvaient plus accéder à la 4K sur mobile. Alors attention, c'est bien spécifique, c'est sur mobile uniquement. Et effectivement, Google a confirmé que c'était un test chez un certain pourcentage d'utilisateurs, on ne sait pas combien exactement, pour si tu veux la 4K sur mobile, eh bien, il faut que tu aies un compte premium. On est sûr que c'est que sur mobile et qu'ils n'ont pas des velléités sur autre chose. Ils font un test sur mobile. Oui, mais ça m'inquiète toujours. Je ne sais pas ce qu'en pensent les chats, mais ça m'inquiète toujours. Quand ils commencent à mettre un doigt dedans, les mecs ils bouffent le bras avec et disent tiens, ça va être tout le monde parce qu'on va gagner du fric. À mon avis, la 4K sur... je les vois très très mal intégrer ça sur mobile, si tu veux, et ne pas le faire de la même façon sur console, sur les télés et autres, parce que c'est quand même les écrans les plus grands. Monsieur Otaxu, excuse-moi de te couper la parole. Non, simplement pour préciser, parce que je vois le chat se poser la question. Alors, nous n'avons pas de date de sortie ni de prix pour la Pixel tablette. Il faut voir ça comme un teaser. Tout ce qu'on sait, du coup, petite précision, c'est que le dock est aimanté. Donc, on peut arracher la tablette très facilement. Et la sortie est prévue en 2023. Voilà. D'accord. C'est les seules nouvelles infos qu'on a sur la Pixel tablette. Et a priori, c'est en train de se terminer. Voilà. Tu es la meilleure vigie de la Terre. Non mais non, vraiment, il faut le dire, on a les meilleurs quand même quelque part. Pour rebondir, Reza, tu avais un truc à dire sur le 4K sur YouTube, tu es créateur, toi? Oui, créateur de contenu. Après, comme je te disais tout à l'heure, malheureusement, je ne suis pas encore en 4K FP. Je n'ai pas encore les équipements pour délivrer du 4K à ma communauté. Surtout que je suis vraiment plus orienté Twitch, tournoi de jeux de combat et autres. En 1080p, ouais. Voilà, Twitch, ils prennent pas le 4K, ils prennent pas le widescreen. Ils veulent rien savoir, eux. Non mais tu sais que c'est fou, parce qu'il y a des gens qui demandent de tous les côtés. Moi, je dis widescreen, par exemple, du coup, on s'arrange dans le canvas sur OBS, alors fait un peu les bandes noires en haut et en bas. Bon, ça fait aussi stylé au final, mais ils voient pas forcément comme moi. Après, si ça concerne que le mobile, comme on disait tout à l'heure, en vrai, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de téléphones qui font de la 4K. Les Xperia, notamment, sont les meilleurs pour moi. Est-ce que tu regardes vraiment de la 4K? Déjà, ça te défonce. Enfin bon, tu me diras, maintenant, on a souvent des forfaits limités, mais ça déjà, ça te défonce bien ton forfait, quoi. La 4K. Le matériel chauffe?
assez rapidement, ça dépend des modèles, il chauffe. Puis sur un écran de cette taille-là, Cette taille-là, tu peux dans 1080p. Mais tu vois, dans les rumeurs, parce que j'ai lu sur Internet des tas de trucs au niveau de la communauté, tout le monde est persuadé que s'ils l'appliquent sur le mobile, c'est qu'ils ont l'idée de le faire sur également les équipements télé. Parce que là, en télé, c'est un peu plus touchy. Parce que les gens qui ont des téléviseurs 4K, là, parce que je tiens quand même à dire un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la différence entre le 1080p justement et le 4K, c'est qu'en 4K, l'algorithme de YouTube fait moins ressortir la compression. Et si on redescend, en 1080p, j'ai remarqué, et ma communauté aussi, on a plus d'effets, en effet, de pixelisation, de block MPEG ou autre. Ouais. Et c'est un truc qu'on voit plus. Et en 4K, il est plus sympa. Alors, je mets des guillemets partout, les loulous. Hein. Plus sympa l'algorithme. Donc, ça m'ennuierait que les gens aient à se retrouver en premium. Mais connaissant YouTube, est-ce que ça serait étonnant ? Ils vont pousser, mais en même temps, je vois. Pour moi, c'est pas l'argument principal. Le fait d'avoir de la 4K sur l'abonnement premium, ok, c'est un plus. Le truc vraiment de l'abonnement premium, c'est qu'il y a de plus en plus de publicité, ça devient insupportable. C'est littéralement, parce que moi je regarde beaucoup problématique sur ma télé directement ou sur ma PlayStation, et t'as pas d'adblock, évidemment. Et tu t'en tapes, mais c'est genre, l'autre fois, c'était 2 fois 19 secondes de suite que je pouvais même pas zapper. Moi j'ai Premium, du coup, c'est vrai que j'ai plus l'habitude des pubs. Et quand je regarde un truc dans les transports en venant, je me rappelle que les pubs existent. Et 5 pubs sur une vidéo de 25 minutes, 30 minutes. Il n'y a pas de pub sur mes vidéos. Moi, je coche pas la case. Il y a 5 secondes de pub à la fin et au début. Pendant toutes mes vidéos, il y a 0 pub. J'ai décoché la case parce que je trouve qu'il y en a trop et que ça devient compliqué. Mais du coup, tu tapes 30 secondes de pub au début 5 secondes, moi. J'ai 2 fois 5 secondes. Ah oui 2 fois 5 secondes sur mes... Tu devrais mettre les pubs, Pépé. Non. On va venir te donner l'argent des Non, pubs. parce que je tiens à ce que les gens, c'est très personnel cette réflexion, mais je tiens à ce que les gens ils commencent un spectacle, ils se disent on va pas, pas de pub comme à la télé. On peut regarder jusqu'au bout l'autre fou, quoi. Et puis moi je préfère ça. Alors il y a un truc quand même de folie sur le chat, les petits loulous, c'est que 69% du chat s'en fout de la 4K sur YouTube. Alors je sais pas si c'est 4K sur YouTube sur mobile ou en général, parce que si vous avez un téléviseur 4K, moi je m'en fous pas. Ah, en général. Bon, écoutez, dans ce cas-là, haut les cœurs, bon, on y va. Peut-être que tout le monde n'a pas forcément, effectivement, le matériel non plus pour mater de la 4K. Yes. C'est une possibilité. Mais il y a quand même beaucoup d'abonnés. Il y a... Attends, j'avais pris les chiffres. Bon, ça coûte 12 € par mois, YouTube Premium. Bon, il n'y a aucune pub, il n'y a plus rien. Alors, tu n'as plus rien, tu as YouTube Music qui est avec. Et qu'est-ce que tu as d'autre ? Attends, j'avais tout noté. Les choix YouTube Red, a priori, mais même si c'est un petit peu mort. Ça a été remplacé par Premium, non ? Oui, mais c'est plus ou moins inclus dans Premium en fait. D'accord, oui, d'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'il y avait, c'est eux qui avaient développé au départ Cobra Kai entre autres. Oui, c'est eux qui avaient fait ça. Et oui, tu peux télécharger les vidéos offline et lire en arrière-plan sur mobile. Il peut être intéressant. L'arrière-plan, c'était une des premières choses pour lesquelles j'avais testé YouTube. J'avais eu le Premium, je crois, via Discord Premium. J'ai oublié comment ça s'appelle Discord Premium. Ça s'appelle Discord Premium, il me semble. Le truc rose là. Nitro. Avec Nitro, j'avais eu 3 mois d'essai, je crois, Premium à l'époque, en même temps que tout le monde. Et je suis jamais reparti de Premium. Parce que c'est le doigt dans l'engrenage. Une fois que tu as mis le doigt dedans, c'est fini. C'est un vrai confort. Oui, Sauf que maintenant, apparemment, l'arrière-plan va être mis de manière native sur les prochaines applications, sur une deuxième application YouTube qui est sur téléphone. Donc je sais pas si ça va jouer contre eux. J'ai entendu ça récemment, à confirmer dans le chat. J'ai pas entendu. Tu peux me confirmer ? Alors 80% du chat n'a pas YouTube Premium. Alors ça règle le problème. Il y a 50 millions d'abonnés quand même à YouTube Premium dans le monde. C'est énorme en vrai. Qui est pas mal. Ce qui est un succès quand même quelque part. Parce que Netflix, ils sont à combien Attends, Netflix, tu vas te dire. C'est pas la même chose, attention. Attends, Netflix, un jour, t'entends ça. Moi, je pense que Netflix, ils doivent être à genre 220 ou 230 millions d'abonnés. Mais moi, j'ai jamais réussi. Je vais être franc, j'ai jamais réussi à avoir le même chiffre. Donc, quand je les questionne, j'ai un chiffre. Après, 79, 200, on n'arrive pas à. C'est très dur d'avoir des vrais chiffres de toute façon. Ils ont toujours un petit peu de mal à communiquer, sachant qu'en face, ils ont des concurrents aussi. Que l'idée, c'est toujours de dire, nous, on a beaucoup. Bah oui, tu vois, avec Disney qui est là, qui est. En vrai, ils se font quand même un paquet de pognon. Alors justement, j'ai cherché des chiffres. Pour le coup, on en a un peu. Voilà, je ne suis pas tombé loin. 220 millions Netflix, qui c'est le meilleur ? 220 millions, voilà. C'était le dernier chiffre que j'avais. Merci Florian pour l'information. Donc c'est passionnant tout ça. Oui, tout à fait. Alors attends, j'avais juste trouvé. Voilà, YouTube, c'est 2,2 milliards d'utilisateurs par mois. C'est beaucoup. Et c'est 28 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Ils sont à la rue. Google. Alors, ils sont à la rue et ils commencent à te redemander de la thune pour être en 4K. Alors, c'est du chiffre d'affaires. En même temps, ce que je me dis aussi, c'est qu'ils ont des frais qui doivent être considérables, puisque tu as l'argent qu'ils donnent aux youtubeurs, ça c'est normal. En ce moment, je crois que pour 1 million de vues, tu gagnes 800 balles à peu près. C'est le chiffre que j'ai vu de... Je sais pas, ça va dépendre d'un youtubeur. C'est moins qu'avant, c'est les gens qui ont commencé, parce que j'ai des potes qui ont commencé il y a 10, 12 ans, comme Jojol et autres, et ils me racontaient qu'au début, les tarifs étaient beaucoup plus élevés, puis au fur et à mesure, c'est une peau de chagrin, et moi qui suis arrivé après, bon...
Parce qu'ils ont aussi ils ont des coûts qui sont absolument monstrueux en termes d'équipement et de bande passante, avec l'électricité qui augmente par exemple en ce moment. Et j'ai regardé aussi toutes les minutes, il y a 500 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube. Tu te rends compte la logistique derrière. 500 heures de... C'est Et absolument... toutes les vidéos sont doublées, c'est-à-dire que tu as un upload et tu as un 2, c'est x2, parce que Oui. tu as toujours une sécurité. Voilà. Donc c'est x2. Tu avais quelque chose à dire au Taxou? Non, c'est fini. Un Ils ont café terminé l'addition. la conférence simplement sur un petit exemple de comment ça fonctionnait entre chaque produit. Par exemple, tu peux ouvrir ta caméra, enfin l'appli appareil photo, sur ton Pixel, gérer le zoom et faire le déclencheur sur ta montre, retoucher après sur le Pixel tablette. On a l'habitude de ces trucs-là, donc pas de surprise si ce n'est finalement la Pixel tablette. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que je pense que c'est le gros truc de la conférence au final. La Pixel tablette qui se décroche comme ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. intéressant. Ah, c'est une très bonne idée. Ouais. J'aime bien le fait que ça se décroche, mais après, visuellement, elle m'avait l'air un peu cheap. Elle fait très vieillotte, mais en fait, elle reprend le design des Nest Hub qui sont comme ça parce qu'ils sont pas très chers. Ok. Donc potentiellement, si le prix suit un peu le même délire que les Nest Hub et Nest Hub Max, ça me choque pas. Tu vois, les bordures, elles sont quand même un peu vénères, quoi. Là, ça a vraiment la gueule d'un Nest Hub Max, en fait. Ça hein. fait dater, Ouais, ça fait c'est daté. suranné. Donc après, à voir, ça va vraiment se jouer au prix, je pense. Et pour l'instant, on n'a vraiment aucune idée du prix. Donc, Ils vendent ça comment? Ils vendent ça comme une Nest avec un écran détachable ou comme un Pixel qui est un Nest? j'ai un peu l'impression qu'ils le vendent comme une espèce de nouveau produit qui fait justement les deux. Ouais. Moi, j'avoue que c'est clairement une catégorie de produits que j'attendais, que l'on a vu déjà chez Amazon, où ils ont leur petite tablette. Comment il s'appelle le truc? Alexa, voilà, pardon. Mais moi, je suis client, justement. Et je suis Et je très, trouve, très même client. si en effet, encore une fois, le design, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, c'est quand même daté. Et moi, j'attends ça parce va, que. ça va être propre dans mon intérieur. Oui. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis pas choqué, parce We que don't care. ça va être nickel dans mon Oh, intérieur. monsieur Ouais. Taxou, quel, Ah bah, quel talent, quel bonheur! Il y a un moment où le design de ces produits importe, hein. C'est Mais censé je être sais. des produits d'intérieur, donc il faut Ouais. que ça se mette dans la déco. tu vois. Puis sur Alexa, Voilà. t'en as des Je suis pas un mouse. gueudin de déco, mais je tiens quand même à... Tu vois, parce que ça... Et justement, parce qu'on Encore pourra en pas. parler au moment où ça sera là, Ouais. on attend une chose d'Apple, quelque part, qui dit depuis un petit moment qu'ils vont faire évoluer le HomePod en lui balançant en écran et autres. Pourquoi est-ce qu'Apple évoluerait pas en même temps le HomePod avec un écran qui serait peut-être peu ou prou détachable ou un truc comme ça qui serait un C'est peu le dernier évolué? qu'on attend sur le créneau. Je en pense que c'est le réalité, dernier hein, qu'on attend sur le donc, créneau. On en parlait la semaine dernière, c'est les fameuses rumeurs par l'analyste de Bloomberg là, qui parlait de ça et qui disait que peut-être l'année prochaine, c'est un des gros produits qu'il va y avoir. Moi, je suis convaincu. Il ne peut que se pointer. Ça serait en effet un truc hybride entre l'Apple TV, entre quelque chose qui est une tablette. Ils ont un créneau dessus. Quand on connaît le succès de HomePod en tant que tel, c'est-à-dire vraiment les big ones, qui sont quand même vachement bien vendus, les petits aussi, je pense qu'ils ont vraiment leur carte à jouer Carrément. là-dessus. Et balancer un AirPods Max 2 en même temps pour faire marrer tout le monde, c'est top. Est-ce que vous avez encore des petites choses à dire, les garçons? Dites-moi, un café l'addition, parce que moi, je suis prêt à passer la suite. Hein. Non, bah écoute, faut voir, mais je me dis qu'au final, ils vont essayer de pousser de plus en plus l'abonnement premium chez YouTube. Mais fond. Et que ce qui me semble, à mon avis, un truc qui risque d'arriver, c'est peut-être le stockage des vidéos. Parce que ça fait 15 ans qu'ils stockent des vidéos, dont plein qui ne servent plus à grand-chose, si tu veux, qui ne sont jamais regardées. Et à un moment, est-ce qu'ils ne vont pas dire, bon, ok, à partir de maintenant, pour avoir vos vidéos stockées depuis des années, des centaines de gigas, va falloir passer en premium? Je suis pas certain. Je suis pas certain, parce que d'un côté, j'ai envie de te dire oui, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour Google Photos, où pendant des années, c'était stockage illimité en Mais ça a basse tellement résolution, grossi et qu'après, après, c'était voilà, coincé. mort. Mais du même temps, Ouais. c'est la base de leur modèle économique, et Google en a besoin pour entraîner ses IA. Majoritairement, surtout en fait, ces IA de super résolution. Plus on va évoluer, en fait, plus on va passer de 4K à 8K, etc., et plus ça va être important de pouvoir justement avoir tu vois, 360. Ouais, 400, mais est-ce qu'ils 700, pourraient pas 1004? dire, si vous avez M'étonnerait des pas. vidéos qui sont stockées chez nous depuis 4 ans et qu'elles n'ont jamais été regardées, eh ben attention, on va les Par dégager. contre, ouais. Et je pense qu'on peut même aller chercher plus loin, parce que YouTube, aujourd'hui, c'est vieux. Il y a des vidéos qui datent de 2007, 2008, 2009, qui bougent plus en termes de vues, en vrai. Mm. Et c'est pas déconnant de supprimer les vidéos qui ont plus de 15 ans. Mais elles étaient avec une définition très moyenne, donc elles prennent pas Ouais. beaucoup de place. C'est plutôt maintenant, justement, tu parlais tout à l'heure à juste titre, dans le monde entier, avec des gens qui uploadent en 4K, voire en 8 en Asie. Et là, on est sur d'autres tailles de oui, fichiers largement. par rapport aux vidéos qui sont de 2007, qui étaient des vidéos qui étaient plus courtes. Déjà, on prenait moins de temps pour le faire, et on avait une définition qui était en 480p ou 576 ou ce que tu veux, quoi. Parce que bon, ils sont pas à la ramasse. Hein. Côté chiffre d'affaires, ça va, ça marche bien. Mais effectivement, ils ont des coûts qui sont tellement, et puis surtout, ils commencent à être un peu pris en tenaille entre Twitch et TikTok. TikTok pour les vidéos courtes, Twitch pour le streaming.
parce qu'ils vont avoir besoin de se réinventer et du coup, pousser Tenaille, les je sais pas, parce que Twitch est un peu en train de se casser la gueule et bizarre, YouTube est en train de récupérer des gens. Donc, Et tu ça, vois. c'est. YouTube fait les deux maintenant. Il y a les Ouais. shorts, il y a la vidéo, il y a le streaming. Ouais, autour de moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est bien pas, on peut pas parler de migration encore, mais on sent que les gens sont. Il y a des vraiment- options. Oui. Moi, Il y a des littéralement, options. je suis en train de glisser vers YouTube tranquillement, hein. Là, c'est depuis le week-end dernier. Du coup, j'ai remis à zéro mon YouTube, j'ai remis masse de VOD, etc. Donc, tu dis Pourquoi que, Parce qu'en fait, voilà. c'est la seule plateforme qui a, à mes yeux, comment dire. Je suis désolé, du coup, en ayant su. Non, non, mais pas de problème. pas de problème. Au taxi. C'est-à-dire Ok. que tu peux poster, par exemple, tu vois, j'ai posté mes VOD des tests que j'ai fait ou des trucs comme ça. Pour les populariser, je peux balancer des shorts qui me permettent du coup de faire monter mon YouTube classique après. Mhm. Et par-dessus, je peux proposer un rendez-vous, on va dire le samedi, où je fais un stream de 2 heures, où quoi qu'il arrive, la VOD sera stockée. Quelle autre plateforme a cette dynamique Et en fait plus, tu peux le faire en 4K ou tout ce que tu veux. Bah, c'est Ouais. ça, t'es pas coincé. Mais oui, c'est important d'en parler, Parce que Reza. le Parce que le les gros problème de créateurs, toutes les tu plateformes, vois. c'est la dynamique de croissance. Ça a toujours été l'idée de, par exemple, si tu veux t'en sortir sur Twitch, il faut que tu fasses ta pub sur TikTok. Si tu vois, il y a toujours ça. Alors que là, sur YouTube, en fait, c'est la seule plateforme où, si tu veux peux faire faire- la pub de ta vidéo, fais un short. Je suis d'accord avec Otaksu. Moi, je me suis remis à upload des vidéos sur YouTube depuis septembre. On a lancé un peu le truc avec les gars de ma commune. Ils m'ont dit, vas-y, en ce moment, ça marche Ah, bien aux c'est États-Unis. cool. Tu fais une vidéo par jour. Parce que vu que je fais des longs streams et je parle plein de choses sur les streams, ils me disent, on les découpe. Comme ça, ton stream, ça fait 5-6 sujets. On balance les vidéos au fur et à mesure. Tout à fait. Et au final, ça marche bien parce qu'il n'y a pas besoin de faire un grand montage et on peut les envoyer. Mais ce que dit Otaksu, c'est pas bête parce que derrière, tu peux publier ton contenu avec des shorts qui vont marcher de manière différente via l'algorithme, faire des streams qui peuvent aussi te ramener des nouveaux abonnés, des nouvelles vues. La seule différence, on va dire, par rapport à Twitch, c'est que Twitch aujourd'hui, c'est la plateforme de streaming la plus fréquentée, celle qui a les alertes, celle où les gens vont regarder. Et tu avais aussi tout le phénomène de 70-30 pour les gros, pas pour nous, Ouais. malheureusement. Donc c'est vrai que YouTube, je pense, a un coup à jouer. Il y a peut-être a un plus coup à un problème au niveau de la communauté. C'est vrai que la communauté Twitch, c'est quand même autre chose que sur YouTube. YouTube, ils n'ont pas encore cette communauté, ce sentiment de communauté qu'il peut y avoir. C'est très différent. Ah, Ouais. Twitch, c'est très marqué, Twitch. Ouais. Ouais. Il y a une culture Twitch, alors qu'il n'y a pas de culture YouTube. Twitch en fait. Rivals, machin Ouais. et tout. On pousse toujours partout. Les Je pense qu'il y a des événements communautés sur YouTube. Il y en a quand même. Moi, je vois dans le cas de la high-tech, on a quand même quelques YouTubeurs. On forme vraiment une communauté. On sait très bien que les gens qui regardent sont des gens qui vont se voir toutes les chaînes YouTube. On a Il y a, en effet tu vois, le il y a des ce côté- mèmes sur Twitch qu'il n'y a pas sur YouTube. Il y a Oui, des ça, espèces je suis de, d'accord. tu vois, ça va au-delà de la communauté en fait. C'est vraiment une culture Twitch. Mais je pense que YouTube est conscient de ça aussi, conscient aussi des limites de La leurs plateforme. streamers, hein, notamment du chat qui est Le chat, dégueulasse. il est trop nul, le Il chat est YouTube. vraiment ouais. naze. C'est- Voilà. Ce que les gens disent là sur le chat, c'est qu'effectivement, l'ergonomie pour les lives et tout, c'est une catastrophe. Ah, mais Mais qu'on faut soit voir, clair, j'essaie d'éviter de faire des lives. Moi. Retrouver les streamers aussi, c'est compliqué. Tu vois, même si tu les suis, ce qui est bien quand tu lances Twitch, tu as la fenêtre de gauche et tu as tous les streamers que tu suis. Ouais. Moi, sur YouTube, il y a une des personnes que je suis qui stream sur YouTube tous les jours. Donc, il est aux États-Unis, donc il stream quand c'est le matin chez moi. Mhm. Et parfois, ça Reza, parle apparaît. bien dans le micro. Parfois ça apparaît, excusez-moi, parfois ça apparaît pas. Et du coup, je dois mettre son nom sur YouTube pour voir ensuite, il y a écrit machin chouette et live. Et même là, il y a des fois où ça marche Non, mais c'est pas ça, de ouf. Et comme le chat est pas où, je Entièrement parle d'accord. jamais. Mm. Alors que d'habitude sur Twitch, moi je dis toujours bonjour, salut Mhm. les gars, ça, bon je reste en l'heure que je bosse ou quoi. Mais sur son stream YouTube, je parle jamais parce que le chat il est. Ah, mais Donne YouTube, pas envie de le parler. chat, c'est- Donne pas envie de Ouais, mais c'est l'utiliser. une horreur. Ah, Mais le truc, c'est que là, il y a aussi, depuis qu'ils ont signé pas mal de streamers américains, et notamment Ludwig, pour ceux qui connaissent, en fait, Ludwig est en train de travailler Ouais, Ludwig, ouais. justement à améliorer ça. Il a créé une espèce d'extension qui permet en fait de retoucher tous ces mauvais aspects de YouTube en live, notamment de faire en sorte que le chat fonctionne comme un chat Twitch. Il le vend, enfin, je sais même plus si c'est vendu ou si c'est gratuit, mais il le partage à ses amis créateurs, etc. Et YouTube a clairement les yeux sur ce qu'il est en train de faire. Le seul truc qu'il dit, parce qu'il est très, ouvert sur la question, c'est que quand bien même YouTube sait ces problèmes-là, contrairement à Twitch, pour faire évoluer quelque chose au sein de la plateforme YouTube, vu que c'est un énorme conglomérat, c'est super lent même pour un truc qui réclamerait 2 clics, quoi. Mais je pense que d'ici 6 mois, sachant qu'ils savent très bien qu'ils ont un clou à enterrer sur Twitch, je pense que d'ici 6 mois, ils vont faire « Ah, au fait, Oh, d'ici 6 10 mois, ans on aura total, tout ça, on vous aura le avez, 4K payant, on aura tout ça. Il y a un ça truc m'étonnerait que. pas en tout cas. Il y a un Oui. truc que moi j'aimerais bien voir et c'est Rob qui en parle dans le chat, un Rob on t'embrasse. Il a dit ce Coucou, qui est Rob. dommage aussi, c'est que lorsque tu es créateur de contenu, tu n'as aucune réduction sur les offres comme le drive, le premium, etc. Ouais. Et moi je trouve qu'il a raison.
Totalement. Pour des mecs qui uploadent des vidéos tous les jours ou des vidéos une fois par semaine, ou ceux qui font beaucoup de vues, ou ceux qui ont réussi à activer la monétisation, ou ceux qui ont un Aide la minimum de plateforme vues déjà à et vivre. autres, qui aident la plateforme à vivre. Ouais. Moi, je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui je paye YouTube Premium 12 balles. J'ai pas fait la tech argentine, les gars, désolé. Et que je paye aussi mon drive supplémentaire sur Gmail, alors que je mets des vidéos tous les jours sur la Ouais, plateforme. mais YouTube va te répondre, bah oui, mais vous êtes gentil, mais on vous paye aussi. Donc quand tu fais des vues. Je suis pas monétisé, moi. J'ai pas activé la non, mais monétisation encore, par exemple. 5 secondes avant, tu peux faire. Mais, tu Moi, vois, j'ai des pubs pour les shampoings dans mes vidéos, c'est pour te dire, on en est quand même quelque part. Je regarde, j'ai shampoings et les crèmes pour l'acné, c'est pour te dire à quel point c'est ciblé, quoi. Des fois, Mais il y au a moins, des on se marre. publicités qui sortent de nulle part. Nulle Des fois, part. J'ai une publicité de genre 20 minutes que tu pouvais zapper, heureusement, mais sur un truc chinois, je pense un truc industriel chinois, et j'ai regardé 5 minutes parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me montre ça, quoi? C'est très, très Des bizarre. fois, c'est complètement, c'est hors sol, quoi. Mais c'est drôle. Les loulous, faut enchaîner un petit peu parce qu'il y a du dossier derrière, il y a encore plein de trucs, et ça va être un petit peu moi, c'est un tunnel. Je vais essayer de faire court quand même quelque part. On va parler du Bluetooth LE. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à chaque fois sur le Bluetooth en général, étant donné que tout évolue, c'est matériel. Tout à l'heure, on parlera des AirPods Pro, justement, deuxième génération. Alors d'abord, le Bluetooth LE en lui-même, c'est pas tout nouveau, hein, les amis. Le Bluetooth LE, ça existe depuis très très longtemps. C'est Low Energy, ce Bluetooth, mais il permet justement d'avoir à la fois un débit intéressant et de préserver, entre guillemets, de ne pas être très énergivore. L'idée, c'est d'avoir en effet les performances qu'on avait avant, mais en dépensant le moins d'énergie. Because on a des produits de plus en plus petits. Donc, en effet, quand vous essayez de mettre des batteries là-dedans, allez, tu vois, regarde, oh, il va sortir. Tu vois, les batteries ici, c'est quand même compliqué. Bien sûr, les grosses tablettes ou autres, c'est pas un problème. Donc, on a toujours un truc avec ça. Donc, c'est une portée qui est plus courte que le Bluetooth LE, et c'est donc moins énergivore. Donc, ça a été lancé il y a déjà au moins 12 ou 13 ans dans les projets. Mais maintenant, il y a un truc qui m'intéresse autour du Bluetooth LE, c'est le Bluetooth LE audio, c'est-à-dire un truc qui est un petit peu différent et qui est annoncé pour la fin de l'année. On part toujours sur le Bluetooth qui est dit le Bluetooth Low Energy, c'est-à-dire le consommer le moins d'énergie tout en gardant les caractéristiques de ce qu'on avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on était, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça va être travailler les algorithmes, travailler des trucs comme ça pour essayer d'être sûr d'avoir la même qualité tout en ne partant pas en courant. Alors, il faut savoir que ce Bluetooth LE, moi je n'ai pas encore dans tous les cas les indications sur les smartphones qui vont les intégrer parce qu'on est sur la fin de l'année. Pour information, je pars justement voir Qualcomm dans peu de temps et voir les ingénieurs de Qualcomm au mois de novembre pour leur poser des questions autour du Bluetooth qui est lossless. Sera, ne vois-tu rien venir du haut de ta chaumière parce que j'attends toujours que des produits qui sont lossless se pointent. Ça commence à se pointer, mais je veux savoir quelles sont les marques qui vont adopter ça et celles qui ne vont pas l'adopter. On rappelle que le Bluetooth lossless permet d'avoir un son sans aucune perte. C'est-à-dire qu'on a le son de base qualité CD, on le retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est l'idée de Qualcomm là-dessus. Mais le LE, c'est autre chose. Alors, les spécifications du LE, c'est assez intéressant. On voit déjà des trucs à l'écran. Voilà. L'idée, c'est d'obtenir, par exemple, ce qu'on a sur le SBC. Le SBC est un des codecs, l'un des plus vieux codecs du Bluetooth. C'est papy, c'est moi, quoi. Je veux dire, voilà, on est là depuis longtemps. Et c'est un codec qui est assez gourmand. La moyenne, c'est en effet 345, voire un petit peu moins. Et on sait très très bien que la qualité reste tout à fait bonne, mais que c'est consommateur d'énergie. Et justement, dans peu de temps, ils sont en train de penser, et c'est déjà fait d'ailleurs, parler du LC3, qui est un autre codec qui va être intégré justement au Bluetooth LE audio et qui a été créé par l'Institut, alors l'allemand je suis nul, hein, c'est Fraunhofer, l'Institut, ce sont des Allemands, ils avaient déjà créé le MP3, le AAC, ils sont très 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 forts dans la compression et donc là, le Bluetooth LE devrait intégrer justement ce LC3. L'intérêt c'est d'avoir un résultat formidable, entre guillemets, du niveau du SBC avec seulement 160 kilobits au lieu des 345 qu'on avait. Donc, il faut aussi dire un truc très important parce que les gens, je lis des trucs partout sur Internet, je suis là, je regarde le soir quand je déprime et autres, et je suis là et je dis, bah voilà, les gens pensent que ce codec, justement, qu'on compare justement avec le SBC qui est le plus utilisé sur tous nos produits, le LC3, ça veut dire que le son sera meilleur. Non, il ne sera pas foncièrement meilleur. Disons qu'avec moins de débit, on peut arriver à la même chose. Vous voyez, à 160 kilobits par seconde, on a déjà l'équivalent de ce que font les autres. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment un travail de ce côté-là. Alors il y a des trucs très intéressants dans le cas où ça va se pointer, et là ça me demandera vos petites réactions et les petits loulous du chat aussi, c'est qu'on pourra avoir une connexion possible via un QR code. C'est-à-dire qu'en effet, un QR code, il crée la connexion tout de suite, plutôt que on va appairer et ta soeur et ta grand-mère. Voilà, tu vois, et le truc, on pourra donc avoir... tu rigoles, je suis comme ça. Reza, il est en plateau avec moi, oh là là, plus jamais avec Pépé. Plus jamais avec Pépé, mais voilà. Et donc voilà, donc on pourra appairer avec un QR code. On pourra, attention, le truc important, c'est qu'à la base, on pourra appairer directement 2 paires de produits à un smartphone.
de base, on peut le faire très très bien. Par exemple, et on peut associer justement plusieurs écouteurs à un téléviseur qui serait sur le Bluetooth LE avec justement tous les codecs équivalents. Et on peut avoir un travail indépendant garanti des deux oreillettes. J'explique un peu comment ça fonctionne parce qu'en général, il y a deux types de produits actuellement. Dans le monde, il y a soit le produit qui va avoir soit le produit avec en effet un qui est le primaire et un qui est le secondaire, donc un qui va parler à l'autre. Oh mon cerveau, il y a le mode anti-bruit. Oh mon cerveau. Et il y a en effet deux flux différents. Il y a différentes marques qui utilisent les deux flux ou un flux. Là, c'est garanti, c'est deux flux séparés, déjà pour ce type de produit. Donc c'est super intéressant. Et le truc, c'est qu'on peut vraiment avoir une économie de batterie, notamment. On peut voir justement dans les schémas qui vont paraître. Donc en algo de compensation, des pertes de débit. En plus, l'idée, c'est que si on a des pertes de débit audio, on a un algo qui va compenser justement les problèmes de qualité audio dessus. Donc, c'est des tas de choses qui sont intéressantes. Et à la base, on peut avoir une connexion vraiment presque illimitée. C'est-à-dire quand il y a l'émission, on peut vraiment greffer des tas de produits sur le Bluetooth LE avec justement ce codec. Donc, on parle de Bluetooth LE audio depuis le début. Donc voilà, c'est parmi les choses qui sont faites. Alors, il faut savoir que pour le moment, je répète que sur ce système Bluetooth LE audio, on n'a pas encore les marques qui sont dedans. Par contre, c'est a priori Android 13, donc de base. Android 13, ça sera ceux qui vont tirer les premiers, les Anglais tirer les premiers. Donc il y aura Samsung, Hasar, il y aura Oppo, Hasar, Xaxia, donc Xiaomi, il y aura OnePlus, Honor, qui sont donc les premiers a priori à adopter ce Bluetooth, qui sont donc Low Energy avec le LC3 à l'intérieur, qui, je rappelle, ce n'est pas une meilleure qualité audio, c'est moins énergivore, ça permet que la batterie, voilà, vous avez là, ça résume bien, tu vois, multi-stream. Hearing aid, ah oui, en effet, on peut également avoir quelque chose pour aider les malentendants avec et pour faire du broadcast, c'est-à-dire qu'en effet, on peut diffuser de façon large. C'est les promesses de base de ce système. Moi, j'aime bien ce qu'on lit. Je me permets d'intervenir rapidement parce que récemment, il y avait eu la conférence Apple. On avait présenté le nouveau matériel et les nouveaux AirPods Pro. Et je crois qu'ils duraient 6 heures en utilisation maximale. Yes, c'est ça it is. Du coup, avec le Low Energy, on va multiplier ça un peu. Alors, le truc, c'est que le Low Energy est associé également, je crois, au Bluetooth 5.2 ou 5.3. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, parce que je vous ai caché le truc. C'est-à-dire qu'on va commencer quand même à parler des choses qui fâchent. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, super, on va mettre à jour. » Oui, a priori, non, ça sera sur le Bluetooth 5.2 et 5.3. Donc, ces produits-là pourront être éligibles au Bluetooth donc LC3 d'après mes infos, et les autres on va attendre un petit peu. Pour le moment, à ma connaissance, je ne sais pas pour Apple. J'avoue franchement, et quand le produit est sorti, moi j'ai posé des questions aux petits ingénieurs d'Apple concernant ça. La réponse, ça a été on va revenir vers toi, Pépé. Donc je pense qu'ils vont revenir vers moi, mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment au niveau de ce codec. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le truc, c'est la connexion possible via le QR code, l'association de deux paires d'écouteurs, dites-le vite pour voir, deux paires d'écouteurs très rapidement, et le multiflux, c'est super intéressant. Donc voilà. Alors j'ai pas dit que ce que voulait dire le LC, c'est Low Complexity Communication Codec. Tu vois, c'est low complexity, mais ce n'est pas une meilleure qualité audio. On rappelle, la meilleure qualité audio, il faut aller vers l'aptX, aptX HD, le LDAC de Sony, ou bien, en effet, des choses qui vont arriver, comme le lossless. Je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes au consommateur moyen ce qu'il veut entre une meilleure autonomie ou un meilleur son, je pense qu'il choisit meilleure autonomie. Eh bien, c'est exactement ce à quoi je voulais arriver, parce que justement, dans le mode de fonctionnement du système, on va te dire, est-ce que tu veux que ta batterie elle te dure longtemps ou que tu aies une bonne qualité audio très stable, et tu choisis. Ça, on le fait déjà sur le LDAC de Sony, et on propose aux gens dans le menu, dire est-ce que vous voulez conserver une bonne liaison, parce que le Low Energy, en général, c'est plus court déjà. Parce qu'en effet, on attaque moins, voilà. Et ça subit plus les aléas, on va dire, de la distance. Et dès que tu pousses un petit peu plus, dans ce cas-là, tu vas décharger un peu plus ta batterie, mais tu garantis un flux qui est plus stable. Donc, pas de problème de perte de son et autres. Donc là, c'est vraiment, comme toujours, un compromis. L'idée, vraiment consommer moins possible, tout en gardant la qualité qu'on avait avant. C'est le but de la manœuvre du Honnêtement, du j'ai LE. envie que tous les constructeurs ces derniers temps, que ce soit audio ou vraiment dans le global, dans la high-tech, j'ai vraiment envie que les constructeurs fassent « Venez, on garde ces performances-là et on fait en sorte que ça consomme le moins et toujours moins en fait ». Que ce soit dans les cartes graphiques ou des trucs comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement comme ça en fait. Je pense qu'on en a besoin actuellement, tu vois. Ce serait un mouvement moral, économe, surtout. écologique, moral. J'ai envie d'entendre plus de constructeurs nous parler de ça en fait. Parce que je crois qu'en vrai, on a des trucs très performants maintenant. On pourrait tout simplement mettre viens, pause à la on consomme 2 performance. fois moins quoi.
Exactement. Mais le truc, les codecs, c'est compliqué parce qu'en effet, c'est vraiment un numéro d'équilibrisme. C'est-à-dire que soit on trouve un codec qui, en diminuant le débit par 2 ou par 3, arrive à garder les mêmes caractéristiques pile, soit on continue à dire on va débaisser le débit, mais on va trouver aussi, tu vois, le côté juste à la limite avant que ça décroche, tu vois. Ouais. C'est toujours là le problème par rapport à ce que tu dis. Et moi, je pense qu'il y a en effet beaucoup de technologies qui sont possibles pour essayer de limiter la casse. Parce que les batteries, parce que tout ça. Il y a des tas de gens qui me disent, par exemple, et on va passer à la news Stadia qu'on a oublié justement, il y a des gens qui me disent mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du Bluetooth pour avoir un meilleur son sur les casques, notamment à partir d'un smartphone Wi-Fi avec un casque, la batterie, bye bye, c'est terminé, hein. coucou les amis. Ah oui, effectivement, le son serait meilleur. Bah oui, mais c'est comme tu T'écoutes qu'une quand tu seule mets en piste réseau et chez toi. après, tout est mort, mais Tu fous un réseau Wi-Fi chez toi et tu peux écouter, tu peux mettre ça fonctionne ton très bien, matos oui, y a en pas de réseau problème, hein. et tout, mais dès que tu attaques des bousins comme ça en Wi-Fi accroché à ton smartphone en Wi-Fi, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, voilà, le Bluetooth LE, je vous tiendrai au courant quand il va se pointer, quand je reviendrai justement d'aller voir les ingénieurs de Qualcomm qui, eux, vont bien sûr en parler parce que là, on est encore sur quelque chose où... Non, j'ai pas testé. Donc, tant que j'ai pas testé, je vous donne des caractéristiques, je vous fais guili-guili, mais... les caractéristiques sont intéressantes et donnent envie. Intéressantes. Maintenant, il faut Intéressantes. évidemment, c'est notre rôle, tester, savoir si je sais pas encore. Voilà. Et la news... ça remplit les promesses. Stadia. Mais Stadia, c'est rip en pièces. Goodbye, Stadia. my lover. La tristesse, c'est que Ah, cette my news-là friend. est tombée peut-être 30 minutes avant la fin du JDH précédent, alors que clairement, genre, c'est la news. Donc, annoncé le 29 septembre, la fin de Google Stadia. Google officialise la fin totale de Google Stadia qui est prévue officiellement le 18 janvier prochain. À cette date, tout sera fermé, mais aujourd'hui, le magasin est d'ores et déjà fermé. Il n'est plus possible de s'abonner, d'acheter de l'équipement Stadia évidemment, mais les joueurs peuvent toujours accéder à leur jeu jusqu'au 18 janvier, puisqu'une fois qu'on arrive au 18 janvier, c'est finito. On s'y attendait à ça, non? Bien sûr qu'on s'y attendait, on va en parler on va en parler après, mais d'abord, rassurez-vous, tout sera remboursé. Ça, c'est quand même une belle chose. Google a envoyé un mail à tous les utilisateurs, j'ai reçu le mail qui plus est, pour le préciser. Les jeux et même les périphériques qui ont été achetés sur le Google Store seront tous remboursés de la main de Google. Alors, honnêtement, personne n'est choqué de la fin de ce truc. Pourquoi ? Parce que le modèle économique de Google Stadia, depuis le début, était quelque peu maudit, c'est-à-dire qu'il fallait... Qui y croyait? Reza, t'y croyais? Technologiquement, oui. T'y croyais, Sinon, c'était Captain Web? fou. J'en sais rien. Par rapport à ce que proposait Nvidia, effectivement, ça me semblait un peu compliqué. Ouais, en fait, la technologie était vraiment très très bonne. La technologie de streaming, les serveurs étaient excellents. Il y a eu plusieurs tests qui ont montré que la qualité vidéo était supérieure à toutes les autres plateformes. Sauf que le modèle économique, c'est tu t'abonnes et en plus tu achètes les jeux. Ouais. Ils sont limités à C'est pas notre possible. plateforme. C'est pas possible. C'était mort du début à la fin. Maintenant, on connaît quelques personnes sympathiques qui aimaient jouer sur Stadia. Ah, j'ai des noms, si Je vous pense voulez. à Melinda, tu vois, qui sera... Melinda qu'on embrasse, mais voilà. c'est vrai qu'elle a beaucoup défendu Stadia ici, et je la remercie parce que c'était génial, elle avait de vrais arguments. Elle avait bien raison, hein, après tout, la plateforme était là. Des gens bien jouaient sur Stadia, il ne faut pas l'oublier. Mais le fait est que Google a fermé Stadia de la manière la plus honteuse possible, puisque personne, littéralement personne, n'a été prévenu de la fermeture. C'était C'est-à-dire abrupt. que, là, en interne, la news est tombée, il y a eu une réu le jour même, 30 minutes avant, quoi, en mode bon les gars, faut qu'on parle. Ils aiment bien faire ça, Google. Ils aiment bien Ouais. tuer d'une balle dans la nuque leurs produits. Au point qu'il y a un cimetière sur Internet, Oui. où vous pouvez voir la fin de tous les projets Google qui... voilà. Et sachant qu'en plus, à l'annonce de Stadia, la première question que tous les journalistes ont posée, vous êtes sûr que ce projet-là, il ne va pas finir dans votre cimetière, comme d'habitude ? Non, jamais, on y croit donc, nanana. Mais quand je vous dis que personne n'a C'est dur. été prévenu, c'est aussi que les développeurs eux-mêmes n'étaient pas au courant. Ça, c'est. Et du coup, Ça, c'est on méchant. a par exemple Tangle Tower qui devait sortir 2 jours après l'annonce de la fin de Google Stadia. Pour Le les développeur équipes. s'est exprimé du coup sur Twitter. Vous avez le petit tweet à la prod. Coucou, c'est la première fois que j'entends parler de la fermeture de Google alors que le jeu sort dans 2 jours. On a également Hyper Gun Sport qui avait un bon deal et qui est maintenant bien dans la merde, le développeur Brendan Sheffield, où qui en fait le développeur a choisi de la fin de Stadia pour souligner que en fait Stadia c'était une des plateformes qui avait les meilleurs revenus possibles pour les développeurs indépendants. Et aujourd'hui, ils l'ont dans le baba. Là, ils devaient lancer un jeu en novembre et au final, ils n'ont plus de funding, ils n'ont plus rien. C'est la galère. On a même
Mike Rose qui justement souligne, nous, on ne sait même pas si on va être payé en fait, parce qu'on avait signé pour notre jeu en novembre aussi. Et, Ce qui est un peu fou, c'est que c'est pas si vieux que ça, parce qu'ils l'ont annoncé, on en parlait tout à l'heure avec Borvo, ils l'ont annoncé ça en 2019 officiellement. 3 ans avec la pandémie au milieu. Et la pandémie qui était le meilleur moyen de faire exploser la plateforme. Souvenez-vous que, ou même la sortie de Cyberpunk 2077, où personne n'arrivait à le faire tourner, sauf les plateformes de cloud gaming, justement, qui n'avaient pas de problème. Ça a été une pub énorme pour eux, ils n'ont pas réussi à transformer le Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils avaient quelque chose qui fonctionnait bien, mais c'est leur business model qui était à chier. Ah, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Mais Tout le monde était business model. d'accord. Ouais. C'est pas là le truc. On a tous discuté ici. Ils On auraient était tous d'accord. sûrement pu trouver quelque chose, si tu Techniquement, veux, c'était pour top. améliorer le business model et repartir sur une... Tu vois, 3 ans, c'est pas vieux pour le fin. Et alors attention, parce qu'il y a quelques trucs dont on ne pense pas nécessairement, c'est que certes, c'est la fin de la plateforme, tout le monde va être remboursé, bon, ok, c'est cool, sauf que les manettes, c'est-à-dire, elles étaient faites pour se connecter en Wi-Fi au serveur direct de Google. Ils intègrent le Bluetooth, ces manettes, sauf que le Bluetooth n'est utilisé que pour que Android récupère la manette spatialement, en fait. Après, ils ne l'utilisaient pas du tout, c'était en Wi-Fi et salut. On ne peut pas connecter cette manette aujourd'hui sur PC en Bluetooth. Et ben, c'est un vestige. C'est collector. ça risque. Moi, c'est collection. Alors, vestige ou pollution quelquefois, 91% du chat n'a jamais eu Stadia. 91% des gens qui nous regardent, des petits loulous. C'est symptomatique. Sachez que cette manette, on peut quand même l'utiliser si on la connecte en filaire en USB. Sauf que du coup, elle est reconnue comme un port standard HID, donc c'est pas optimisé. Il y a pas mal de gens qui essaient de bosser, notamment sur des projets GitHub, etc., pour faire en sorte de la récupérer. Mais la communauté appelle à ce que Google déploie un firmware qui débloque les capacités Bluetooth, fasse en sorte qu'on puisse l'utiliser cette manette au lieu qu'elle reste, tu vois. C'est pas impossible que ça, parce que regarde Kinect, il avait une seconde vie après parce que il y avait beaucoup de développeurs qui avaient bidouillé avec et c'est pas une mauvaise manette, c'est Mais Otaksu, ma question, excuse-moi de te couper la parole, l'annonce a été faite, c'était abrupt. C'était même cruel, je dois dire. D'ailleurs, pas des mots. Et c'était tiens, off. C'est une balle dans la tête. Mais est-ce qu'il y a eu des réactions violentes de la communauté où tout le monde s'y attendait tellement qu'ils se sont dit bon, alors là, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'était normal que le gâteau explose. Alors, si tu veux, moi, de ce que j'ai vu, et ça ne gâche que moi, c'était plutôt des déclarations d'amour en vérité. En fait, merde, c'était le moment où je commençais à kiffer Stadia, en fait. Genre, c'est sur la fin. Mais... Plein de petits éditos qui montraient, en fait, à la base, je m'en foutais de Stadia, puis en fait, j'ai commencé à jouer à Elder Scrolls Online dessus avec mon copain. Du coup, on pouvait facilement jouer tous les deux avec ça. Je pouvais faire mes quêtes sur mes pauses déj, revenir, machin, tu vois. Et oui, ils avaient un boulevard, ils en ont pas profité, sachant que aujourd'hui, du coup, si tu vas sur le Reddit, notamment de GeForce Now, la moitié des posts c'est « Hey, je viens de Stadia, comment on fait pour faire c'est stupide. Alors, il y a beaucoup de choses qui, du coup, vont changer, notamment, il faut s'adapter à la fin, notamment l'exclu Stadia Guild, qui est un petit jeu très sympa, qui va du coup sortir en multiplateforme en 2023, ça fait plaisir. Les jeux Ubisoft, parce que quand même, il y a certains joueurs qui ont poncé beaucoup de jeux Ubisoft. A priori, Ubisoft est en train de s'arranger pour transférer les licences sur PC via Ubisoft Connect. A priori, les sauvegardes aussi seront les sauvegardes, ça, j'y avais pas pensé. Mais... Les sauvegardes, et justement, il y a pas mal d'entreprises et de développeurs qui font attention aux sauvegardes, notamment IO Interactive, le développeur d'Hitman, et Bungie de Destiny 2, qui essayent de faire en sorte de pouvoir récupérer les sauvegardes sur Stadia, parce que pour certains, c'est 3000 heures de leur vie qu'ils ont perdu du jour au lendemain, quoi. C'est une des règles du jeu, malheureusement, c'est dans l'industrie, tu bosses et à un moment donné... surtout, c'est rappeler que les plateformes numériques, c'est ce qu'il se passe quand elles ferment. Ou quand... Faire tout. Bah oui, ou quand certaines choses qui sont sur une plateforme n'y sont plus. On parlera. Je suis en train de me demander, je vais de couper la parole là-dessus, si on va faire le dossier encore, parce que là c'est monstrueux, parce qu'il y a des tests, il y a des trucs qui sont super intéressants, vous avez porté des tas de produits, il y a les AirPods Pro. Et le truc, c'est que là, il y en a moins pour une demi-heure pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un duel entre le streaming et autres. Je préfère, moi, vous écouter sur des produits plutôt que... Et là, cette fois-ci, on prendra bien le temps la prochaine fois de bien caler ce truc que j'amène depuis 2 fois pour parler un petit peu du streaming
streaming et des supports physiques, parce que là, il y a du matériel que je trouve intéressant et ça serait un peu bête. Voilà, il y a le temps, on me dit, il y a le temps, Pépé. Alors, alors quand vous me dites qu'il y a le temps, dans quelques instants, je vais avoir le truc qui va s'afficher ici. Ouais, mais Pépé, non, c'est pas possible. Bon, ok, moi je fais le dossier. Alors, je vais vous raconter un petit truc. Est-ce qu'il y a un jingle d'abord? Mettez-moi un jingle, Voilà. parce que j'adore les jingles. Un jingle, j'adore les jingles, on improvise. N'importe quoi, un truc sympa, Pépé, Un joli. jungle au hasard. Alors, c'est un dossier qu'on essaye de faire tous ensemble depuis un petit moment. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Parce que c'est important de raconter des histoires. Moi, ce qui m'a poussé à faire ce dossier, c'est mon expérience personnelle. Et c'est pas tous les jours comme ça, je me mets un petit peu... Mais j'ai vécu un truc de fou parce que là-bas, je suis un collectionneur de CD, de Blu-ray disques. Moi, je suis un collectionneur. Je suis le même. Je suis le mec. J'achète un truc parce que j'aime. J'ai envie de le garder. J'ai envie d'avoir comme ça des objets physiques. Là, un truc en velours sur les Supremes et Diana Ross. Il y a l'album de Rihanna comme ça, extraordinaire. Moi, j'aime ça. Ça me fait kiffer. Je suis là et je me suis posé une question cet été qui m'a fait un mal de chien. J'ai chialé comme ça chez moi avec mes potes en train de regarder ma collection de CD en disant mais après tout. Regarde les CD que tu as achetés depuis. Moi, j'achète des CD depuis que je suis gamin, carrément. J'ai commencé à acheter tout mon argent de poche, passé avec les CD. Et puis après, j'ai voyagé dans le monde entier. Donc, j'ai acheté des CD en Russie, j'ai acheté des CD aux États-Unis, au Japon, à Bangkok, partout. Et j'ai une collection que je trouve très mignonne, que je regarde avec amour. Pitié quelquefois, et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a effondré la tête. Je dis, fin de compte, tous les CD là, il y en a combien de ce que tu as acheté une fortune ou trouvé dans les pays qui sont maintenant sur Apple Music ou bien sur Qobuz ou bien qui sont sur Spotify. Non, Spotify on en parlait tout à l'heure parce que Spotify c'est la qualité la plus pourrie du streaming. Oh mon Dieu. Attention, c'est les seuls qui n'ont pas la qualité CD. Donc le truc, c'est pour ça que je l'ai pas fait, Monsieur Reza. Okay. Voilà. Et ces plateformes, donc Tidal et autres, pas avec moi. Je sais pas du tout, mais j'apprends des choses, c'est bien là. Et donc, je me suis trouvé devant la collection de CD. J'étais avec des potes qui étaient chez moi, dire ah bah t'as des jolis CD, mais nous on peut les avoir sur Apple. Et moi, je suis en plus abonné Apple Music pour la qualité lossless et autres. Et je me suis rendu compte en faisant un petit check que 90% des trucs que j'ai achetés se retrouvent sur Apple Music. Mais c'est pas ça qui est triste. C'est que tous ces albums qui existent en CD, en qualité CD, sont remis sur Apple Music avec souvent des bonus en qualité 24 bits, c'est-à-dire qu'ils dépassent techniquement ce que moi j'avais. Ouais. Tous les remasterings de Mike Oldfield, des Pink Floyd, des machins, des trucs, tout étant lossless, plein pot, directement avec l'Apple TV ou tout ce que vous voulez, avec une qualité qui est supérieure à ça. Et en plus, le truc pour argumenter, c'est qu'en général, Apple Music, Tidal et Spotify, eux, ils ont les masters les plus récents parce qu'ils demandent en tant que streamer d'avoir en effet, par exemple, si vous avez l'album, on va dire la musique de Vangelis de Blade Runner. Quand ça a été mis en streaming au début, il l'avait en qualité CD. Et en effet, après, l'éditeur refait un remastering et le renvoie aux plateformes de streaming. Ça fait que sans payer un centime de plus, tu te retrouves avec une version upgradée. Même chose quand tu achètes un film sur iTunes. Tu te retrouves avec la version Full HD. S'il y a un remastering en Dolby Vision, Dolby Atmos, en 4K, tu ne payes pas la différence. Tu revas sur le film. Ah bah tiens, il est maintenant en upgradé. Alors là, tu te dis comment tu luttes face à ça. Et c'est pour ça que je voulais ouvrir le débat avec vous. Est-ce que, en effet, on assiste à quelque chose qui est symptomatique au point de se dire que le péril devient assez fort, même pour les mecs qui sont comme moi, des collectionneurs. Je me suis surpris à ne pas racheter de CD depuis 2-3 mois, alors que j'ai passé ma vie à ça. Et ça m'a foutu les boules. Alors, vous avez un avis là-dessus? On peut parler avec les petits loulous du chat également, oui, de tout ça. Qui attaque? Qui achète encore des CD ou des Blu-ray? Vas-y, Reza, je te sens chaud. Là. Alors, je n'achète plus de CD, Pépé. Je n'achète plus de Blu-ray, Pépé. J'achète plus grand-chose en vrai. J'achète même plus de jeux, Pépé, en CD. Les seuls trucs que j'achète... pour qu'on me voit chialer. Les seuls trucs que j'achète encore aujourd'hui, c'est des romans Dark Fantasy ou des collections et des mangas en perfect édition ou en double volume. Sinon, Pépé, il n'y a pas assez de place, Pépé. Ah ouais, il n'y a pas assez de place. Je sors, je rentre dans la voiture, je dois faire vite pour déposer la voiture à la gare pour venir travailler ici. Du coup, je mets directement mon Bluetooth avec Spotify. même pas je te réponds, Reza. C'est que je t'adore, mais même pas je te réponds. Avec Spotify quelque chose et je lance ma musique. Et en plus, t'as des playlists, t'as des collections, t'as pas mal de trucs qui sont orientés. L'ergonomie est top sur Spotify. Moi, j'adore les CD aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux rentrer dans la voiture et prendre 9 CD pour aller à la gare? Mais je suis d'accord avec toi. Tu parles de la voiture, moi je parle de chez toi aussi un petit peu. Même à la maison, j'ai pris une colonne connectée.
je mets Spotify quelque chose dessus. Mais tu peux dire Spotify, Je ça me fais pose à pas de manger, problème. tout se passe bien, tu vois. Donc Difficile. vraiment, là, de ce côté-là, avec toi, Reza, on est donc sur quelque chose qui est 100% dématérialisé maintenant. Pour la musique, ça Pour la fait très musique, longtemps que je suis en démat, voilà. en vrai. J'ose à peine me tourner vers les deux bipèdes ici charmants. Je vais te rajouter un truc à tout ça, parce que je suis pareil que toi, Reza. Même si Ok. moi, j'ai même dématérialisé les mangas, même, Ah ouais, même les c'est perfects ou des trucs comme ça. difficile. Tu vois. Mais juste parce que sur Paris, 25 mètres carrés, j'ai déménagé tous les ans pendant 6-8 ans. Je peux pas À faire un moment, je grand-chose. pouvais pas trimballer les trucs, c'était trop cher, quoi. Mais par contre, ce que je veux rajouter, c'est que j'ai déjà pour projet, quand j'investirai dans ma maison future à Bordeaux, tout ça, de refaire une collection, d'aller sur du vinyle, de me faire plaisir avec l'objet. Le vinyle, ça me parle. Le tu vinyle, vois. ça te parle parce que c'est l'objet qui parle. C'est-à-dire qu'il y a un côté revival que malheureusement ne peut pas se targuer le CD parce que le CD il est tout petit. Quand tu as Et surtout, Pépé, tu le sais, un CD, la durée de vie. Oui. Alors, je vais arrêter tout de suite parce que là j'en ai une poussière dans l'œil. Moi j'ai des CD depuis le début, j'en ai jamais eu de CD qui ont des problèmes de lecture. Alors j'ai eu de la chance parce que je l'ai stocké dans des endroits, après, dans l'endroit normal. Bien sûr, les gens qui sont dans un univers salin ou bien qu'on est Hong Kong. Mes potes à Hong Kong, avec l'humidité à 94%, j'ai dit bonne chance les gars. Et en effet, tu te retrouves avec toute la partie métallique qui se décolle et tout. On sait ça. Mais globalement, si vous les avez bien stockés dans un endroit moyen, C'est une question de temps au final. Parce que bon, tu les as depuis combien de temps les plus vieux que tu as 30. 30 ans. Ouais, 30 ans, Tu vois, ça dépasse quand même. déjà, déjà, Et des CDR, ils n'ont pas énormément, bougé. hein. Le CDR, c'est ouais. plus compliqué, tu creuses. Ah oui, Parce que de mémoire, c'est quoi? C'est 10-12 ans un CD. Si au bout de 30 ans, il voilà, conserve, c'est ça, mais bien, dans hein, 20 c'est ans, propre. est-ce que tu Mais je serais crevé, je t'assure, dans 20 ans. Non, c'est pas ça. Non, mais vrai. Ah, déjà, comment je suis Mais là, déjà. c'est vrai que c'est l'objet. Et au final, souvent, même avec les vinyles, si tu veux, tu l'achètes pour l'objet. Il y a plein de gens qui les écoutent même pas, en fait. Ils les rangent dans leur bibliothèque. Alors, merci. Ah oui. C'est ce que font mes potes. Ils achètent parce que l'objet est là. Voilà. Ils ont la platine. Hein. Ah oui. Ils mettent la platine dans le salon avec les vinyles à côté. Alors, tu vois, Marvin Gaye, machin, l'objet de déco. truc traditionnel, quoi. Les gens qui ont du goût quand même autour de moi, n'est-ce pas, messieurs, dames. Et le truc, c'est que du coup, je vous en faites quoi? Ah bah ouais, mais c'est super beau dans un intérieur, c'est partie du truc. Et j'attends le chat. Le chat, 75% dématérialisé. Mais il reste 25% dématérialisé. De matérialisé, c'est quand même beaucoup. C'est plus que je ne le pense. Et après, il y a un autre sujet qui est lié à ton sujet. Je pense qu'aujourd'hui, même, je pense un peu aux plus jeunes. Est-ce qu'il reste beaucoup de fans de musique? Par fan de musique, Oh, bah, si. par fan de musique chez les jeunes, j'entends, parce que moi je parle beaucoup du coup, avec les gens de mon âge ou un peu plus jeunes, et je me rends compte que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent pour écouter des albums de musique. Ah, mais moi, ça me rend dingue, en fait. Beaucoup parce que connaissent les singles, je les n'écoute sons qui que passent en ça, radio, moi. les sons qui passent en playlist. Ils ont tous des playlists, des machins. Bah, Et Apple je leur les dis, ok, propose. t'aimes bien tel artiste, t'as écouté tel album? Ouais. Ça commence à regarder à gauche, à droite. Tu me parlais de tel artiste l'autre fois. C'est quoi tes 3 albums préférés de cet artiste? Il peut même pas me citer 2 albums. Mais ça, Pourtant, il c'est- écoute l'artiste. Donc, je pense que c'est aussi une question peut-être de génération. Et peut-être qu'au final, la musique est beaucoup plus populaire qu'il y a 30 ans. Tout le monde l'écoute. Mais vu que tout le monde l'écoute, il y en a beaucoup qui l'écoutent plus de manière casual. Ouais. Qui fait que si les gens n'ont pas l'habitude d'écouter les albums, comme ce que je faisais quand j'étais petit, c'est pour ça que comme Otaxu, je pense que je me ferais mes vinyles et tout quand j'aurai aussi ma maison en province. Je me ferais mes vinyles et tout parce que j'ai l'habitude d'écouter des albums entiers. Même aussi. Ça ne me dérange pas. Ah Et ouais. la plupart des gens de Et mon ça se perd, entourage je suis d'accord. et d'à côté que je connaisse qui écoutent des musiques n'écoutent pas d'album entier. Mais Et encore une fois, je parle d'entourage, je parle pas Non, de mais toute je la suis, France. Non, je suis mais d'accord avec toi. Je pense que la playlist a remplacé ce qui était la radio pour nous à l'époque. Oui. Où du coup, tu avais un Oui. brassage de plein de trucs. Alors, avec certes un petit créneau, genre t'étais sur Skyrock ou whatever, tu vois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, c'est les playlists automatiques qui remplacent ce La truc-là, différence, et le tout venant. c'est qu'à quoi. l'époque, tu l'entendais à la radio et tu disais ah putain, je vais acheter le CD parce que si je veux le réécouter Voilà, n'importe quand, si tu veux le obligé d'avoir consommer, l'objet. après, c'est CD. Aujourd'hui, avec les plateformes, t'as plus besoin de ça. Tu la mets dans besoin. ta playlist et c'est fini. Et en plus, même à une époque où, quand moi j'étais gamin, quand j'avais encore 7-8 ans, les singles se vendaient très bien en CD. Ouais. Donc t'avais Ouais. pas forcément besoin d'acheter l'album au final. Moi, c'est un peu de tradition, c'est mon grand frère qui a 45 ans qui m'a transmis ça. Quand j'étais gamin, il avait La Colonne, La Chaîne IFI, tous ces albums. J'écoutais. Maman avait les cassettes vidéo, Michael, le machin et compagnie. Donc on écoutait et j'ai gardé ce truc de me dire si j'aime bien un artiste, je vais essayer de savoir ce qu'il fait, donc d'écouter son projet ou son album. Mais c'est vrai que moi je trouve que ça se perd de fou. Bah, et même à l'époque, même si bon, je veux pas dire la vieille musique est mieux, machin, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, toutes les musiques sont bonnes. artistes avaient plus l'idée de faire des albums concept, des albums avec un univers tenu et maintenu de bout en bout. Donc l'idée avait toujours été d'écouter l'album en entier. Et si tu Ça une piste, continue. il faut voilà. Mais par contre, c'est peut-être plus rare aujourd'hui. Là, je t'arrête sur un point parce qu'au début, je ne vais pas revenir sur le côté artiste, c'est peut-être pas ce que les gens veulent. Les Oui. artistes comme Bowie ou autres disaient moi, ce qui m'ennuie avec les albums, le vinyle ou bien le CD, c'est qu'on a une durée limitée. C'est-à-dire le vinyle, c'est 30 minutes par face et le CD, c'est Après, faut 79 minutes,
8,37 secondes dessus. Et le contraire, les artistes comme Pink Floyd, qui avait été justement Roger Waters, s'est dit, moi je regrette qu'on n'ait pas eu le streaming avant, ça m'a permis de faire des albums concept de 2 heures, et tout. Au contraire, ils peuvent plus s'exprimer parce qu'il n'y a plus la durée. Il n'y a plus la durée dans le streaming. Ce que je veux dire, c'est justement cette idée ils veulent faire un album concept. Oui, mais ils peuvent le faire sans se soucier. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que justement avec cette idée de playlist, etc., et du coup de démat, vu que tu perds le lien à l'objet, tu perds aussi le lien au concept qu'il avait. Tu vois, The Wall. Tu vois le truc, tu sais qu'il y a un concept. Exactement. Tu écoutes l'album, tout le concept il y a est lié à The Wall. Il y a une DA, il y a un concept. Alors qu'aujourd'hui, tu prends ta playlist, j'ai liké ces titres sur Spotify et tu lances quoi. J'ai des petits chiffres pour vous qui sont parfaitement déprimants pour les bipettes, qui sont des horreurs. Voilà, il n'y a pas peur des mots. Alors, le streaming, il y a un truc important, c'est que désormais, tout ce qui est streaming pour la musique en 2021, c'est 70% du chiffre d'affaires mondial. Il y reste encore 30% de marge pour le CD et le vinyle. 30% de marge. Il y a un truc important, c'est plus 39% d'abonnements payants en streaming musical en 2 ans. Sur la période de 2 ans, c'est plus 39%. Merci. Moi, je pense que... Alors là, je vais avoir des mots extrêmement durs pour tout le monde, pour les gens qui sont comme moi en train de chialer parce que malgré tout, j'aime les objets. Je pense que le Covid a vraiment donné presque un coup un petit peu fatal au fait que les supports, parce que les gens sont habitués au dématérialisé chez eux à fond, ils étaient coincés chez eux. Et aussi, un truc, c'est que je sais pas pour vous, mais moi, ma platine CD, elle est morte il y a genre 10 ans, je l'ai jamais remplacée en fait. Moi aussi, je l'ai pas remplacée. Ouais, j'ai plus de chaîne IFI. Moi, j'ai le lecteur de Blu-ray 10 parce que tu vois, même si tu vois, à part, du coup, si tu achètes, c'est vraiment pour l'objet parce que tu peux même plus l'utiliser ton CD. Et ce qui va faire plaisir à Reza, c'est Spotify qui revendique le plus d'abonnés. Je suis pas sponsor. Oh, ça suffit, monsieur. Je vous ai entendu tout à l'heure. Je vous ai entendu, Reza. Moi aussi, je suis sur Spotify. Spotify revendique 172 millions d'abonnés payants. Voilà, c'est parmi les plus gros. Et Apple revendique, je crois qu'ils doivent être 80, 90 millions actuellement, mais ça grossit très très vite Apple. Ils ont des deals exclusifs pour les sorties d'albums en avant-première, genre Beyoncé et autres, qui arrivent d'abord sur Apple. Tu parlais des playlists, je crois que Apple Music et toutes ces entités sont les premières à présenter des playlists justement d'artistes qui prennent droite à la gauche, et tu envoies une playlist du soir, du matin, et puis tu n'as plus les albums en entier. Il y a un truc qu'on peut rajouter justement en force au démat et qui, je pense, fonctionne bien aussi avec les nouvelles générations, c'est justement l'aspect communautaire. C'est là où Spotify a réussi à avoir énormément de gens aussi, l'idée de partager sa playlist, de la monter avec d'autres. Ça, c'est génial. Tu sais, le récap de tous les trucs que t'écoutes, tu vois, même si tu veux pas des fois partager tes musiques honteuses et que tu vois que c'est en train d'être partagé. Complètement. Mais tu peux cocher la croix, hein. Tu dis je partage ou pas. Oui, mais... Je te prends un exemple. Récemment, j'ai ma copine qui était partie au festival de Les Ardentes, je crois. C'est un truc hip-hop et tout, musique urbaine, un gros festival en Belgique, je crois. Et 2-3 semaines avant Les Ardentes, il y avait la playlist des Ardentes sur Spotify. Donc avec tous les artistes qui allaient participer aux Ardentes. Tu te mets dans l'ambiance. Ça, je trouve, c'est un truc de fou. Ça, par exemple, malheureusement, tu peux pas faire ça avec le CD. Je sais. Donc je pense qu'aujourd'hui, le démat a des avantages de fou furieux qui va faire qu'aujourd'hui, le CD et le vinyle, ça va être soit pour des ultra spécialistes ou soit pour des fans qui veulent faire une collection. Alors moi, j'ai une autre question, parce que on parle de la musique, il y a aussi des problèmes de droit. Des artistes qui sont présents sur telle ou telle plateforme qui disparaissent, parce qu'attention, quand vous avez iTunes, parce que moi je travaille avec iTunes, quand c'est affiché, à un moment donné, c'est plus en gras, c'est en gris, en grisé. Spotify aussi, ça arrive. Et ça arrive, il n'existe plus. C'est-à-dire que l'avantage, quand même, je le dis parce que c'est important, c'est que là, bien sûr, si tu me dis au bout de 30 ans, ils vont tous crever, les CD et tout, bien sûr, les gens vont dire, ben non. Mais globalement, tu as acheté ton truc, c'est à toi, c'est plus tributaire. Tu nous avais pas dit que tu les ripais, tes CD, pour avoir une copie numérique? Ah, mais ils sont sur un NAS, moi. Ouais, c'est ça. En fait, je le faisais quand j'étais ado, ça. Tout est sur un NAS, et je suis même beaucoup plus vicieux. Je vais vous dire un truc qui va vous finir, c'est que non seulement c'est sur un NAS, et toute la musique qui n'est pas sur Apple Music, je l'ai uploadée sur Apple Music. C'est-à-dire que tu peux le faire. C'est-à-dire que tu rajoutes sur ton compte tous les trucs qui n'existent pas chez Apple Music. Ce que j'adorais de Google Play Music, c'est que tu avais 80 gigas pour rajouter des musiques que tu n'avais pas. Apple a marqué illimité dans le contrat. Donc, je leur ai uploadé plein de trucs. Par contre, c'est en qualité AAC, contrairement aux autres. Mais dans ce cas-là, ils font le tri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, quand même, je parle de celui-là parce que je le connais bien, est assez intéressant. Tu parles des artistes qui parfois ne sont pas là. Yes. Voilà pourquoi j'ai YouTube Music, mais je ne l'utilise pas et j'ai fini par prendre Spotify. Une vie sans Jimi Hendrix, ça n'est pas une vie, excusez-moi. C'est un débat, je ne sais plus quoi dire. Donc, il y a un truc pour le matérialiser, c'est qu'en réalité, tu t'abonnes à un service, mais ça ne t'appartient pas. Exact. Et c'est vrai que dans toutes les conditions générales de vente,
ta bibliothèque va disparaître avec toi. Il y a eu beaucoup d'articles, de recherches là-dessus. En fait, si tu regardes toutes les conditions générales des services, que ce soit Spotify, etc., même si tu as acheté les morceaux, je pense que c'est ton cas sur Apple Music, et donc Et Cobus aussi, tu peux acheter. voilà. En fait, tout ça, tu peux pas les transférer. Quand tu meurs, en fait, tes héritiers n'auront pas tous, et ça marche pour tout ce qui est dématérialisé. C'est aussi ta bibliothèque Sauf si tu Steam. fais sauter les DRM. Alors, Oh, ça suffit, J'ai Otaku. entendu- Vous voulez qu'on se fasse fusiller ou Non, quoi, non, vous non, aussi, mais avec vos tu- bêtises non, mais le- Sortez de ce Il s'est gratté la plateau. gorge. Voilà, C'est non, ça, je j'ai sais pas. entendu. C'est Je crois gratté que ma la barbe a gorge. frotté sur le micro. Oh. Je suis désolé. Exactement. au-delà de ça, prends par exemple l'exemple de Steam, parce qu'on est un peu. Enfin, bon, c'est Oui. autre chose, c'est du jeu vidéo. Mais Non, mais c'est Steam, la c'est même chose, c'est typique du démat. dans le sens où, oui, c'est du démat, et tu peux avoir littéralement des milliers et des milliers d'euros investis dedans. Mhm. Et C'est clair. au-delà de simplement avoir une collection de jeux, c'est aussi ton histoire à toi, c'est les jeux que tu aimais, Exactement. que tu as des fois envie de transférer. Et en réalité, une fois que tu meurs, ta famille ne pourra pas l'avoir parce que ce n'est pas... en fait, ce que tu achètes, c'est un accord de licence pour le temps où tu seras là et qui ne peut pas être transféré. Et ça, c'est un élément qui peut jouer sur le matérialisé, c'est le fait de dire, bah voilà, je fais quelque chose, mais qui va être transmis par la suite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais... C'est pour ça qu'il y a, pour rester rapidement dessus, pour terminer, il y a Avec GOG, plaisir. il me semble chez GOG, Oui. t'appartient. C'est du DRM Free GOG, justement. DRM Free, voilà. C'est Ah, toute l'idée, ouais. Tandis Donc que tu le reste- peux récupérer tes exés, ton setup immédiatement. Ouais. Et je rajoute un truc quand même pour finir ce dossier, c'est qu'il y a une donne qui est importante concernant le présent, le futur et autres, c'est que toutes ces plateformes de streaming, excepté... J'ai un peu mal à... C'est Même pas si, grave. ils le promettent depuis Non, des oui, années. bon, Spotify, ça fait 1 an et demi qu'ils m'ont envoyé un truc en disant t'inquiète pas, on va passer en qualité CD comme les autres. Mais il y a en plus un truc, c'est que les gens consomment de plus en plus de musique avec du Dolby Atmos for Music. C'est-à-dire l'idée de spatialiser la musique, l'idée de pouvoir avoir justement un système Apple ou bien le Sony ou bien des systèmes comme ça qui permettent d'avoir au-delà de la musique. On remixe actuellement tous ces artistes pour avoir un son en du binaural, multicanal et autres. Et ça, c'était pas du tout prévu sur le CD audio qui reste, après tout classique dans son idée, le master de base. Donc il y a aussi un nouveau mode de consommation de la musique et Apple pousse très fort là-dessus. Quand tu ouvres l'interface Apple, tu as disponible en Dolby Atmos for Music pour la première fois, remasterisé, l'album de Beyoncé Renaissance Bah, en est même temps, disponible c'est normal, sur leur entièrement. produit, ils poussent Dolby Oui, Atmos, mais ça c'est permet. bien qu'il y a un nouvel mode de consommation Ouais. qui dépasse le cadre de la stéréo dite classique. Même si on reste avec canal gauche-droit pour créer le binaural, on est sur de nouveaux modes de consommation avec des gens qui, comme tu disais très bien Reza, ont des playlists, vont plutôt artistes et morceaux plutôt que de découvrir un album en entier, ce que moi je regrette parce qu'il y a des albums qui sont des perles. Mais on prend les hits. Voilà, c'est l'idée de la notion du hit que les plateformes de streaming vont mettre en avant. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et on pourra revenir là-dessus, justement, le Dolby Atmos for Music qui est en train de grossir terriblement dans l'écosystème Apple, puisqu'en effet, ils le poussent de tous les côtés, avec les matos, à chaque fois, ils en parlent de tous les côtés, avec les smartphones, partout. Et les gens commencent vraiment à se faire à la musique. Même ici, tu vois, Réseau tout à l'heure a acheté les AirPods Pro, il était dans la rue, et il écoute un morceau en stéréo, et le morceau suivant dans sa playlist, il est en 360. Il savait pas, il est passé en Dolby Atmos, j'ai changé d'univers, c'est génial, et tout. Il était dans la rue, il continue à marcher. Et donc, tu vois, tu as plusieurs univers, et tu pouvais pas, c'était pas prévu avec. Donc, voilà, c'était un débat. Je suis très très content d'avoir pu le faire avec vous. Donc on reviendra là-dessus. C'était super cool. Maintenant, ce que j'aimerais écouter, c'est toi, Reza, parce que Oui. tu as un petit truc à nous, une jolie chose à nous montrer. Mais d'abord, Est-ce qu'il y a un jingle Jungle. je vais mettre ton rappel jingle. Bon. Tellement confus, j'ai honte, mais j'ai honte. Allez, on tire ça. Oh là là, ça y est, c'est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort, c'est le MGX Professional Pro de Nakon ou Nakon, ça dépend comment on l'appelle. Hein. On va dire de chez- Nakon. Je pense qu'en France, on va dire Nakon. On va dire Nakon. On va dire Nakon. Voilà, on embrasse Nakon, Big Ben, tout ça. Donc c'est un appareil qui vous permet de jouer sur mobile, qui peut être connecté en Bluetooth. Donc je l'ai pris parce qu'on m'avait dit que j'aurais pu jouer en Bluetooth sur mon Je iPhone. suis désolé. Et malheureusement- Je suis désolé. Et Ça ouais. va. Mais je Et là, pensais que vu que Je n'ai Bluetooth dénoncé iPhone, personne, tu ce n'est vois, peut-être pas mais- toi, Taxou. Ah là là. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur J'ai iPhone. oublié de prévoir qu'Apple ferme tout. Ouais, Même moi le aussi, ça Bluetooth, m'emmerde. j'y peux Hein, rien. je vais bientôt passer sur autre chose, là, on dirait. Donc, malheureusement, j'ai pas pu le tester sur l'iPhone, mais je l'ai testé sur un S20, le S20 de ma petite sœur. Donc, ça a fonctionné, il n'y a pas de problème. Ça marche, c'est un contrôleur Xbox designé pour le Xbox Game Pass et les jeux du Game Pass, du coup, sur mobile. Ça coûte à peu près 80 € si je dis pas de bêtises. Celui-ci, c'est 79. 99, 90. c'est le- Il a c'est baissé, la- je crois. Je crois que c'est 79. Ouais, mais il me semble que c'est le petit, donc le non pro MGX, Ok. qui est à 80 et celui-ci à 90. De Ok. mémoire. Je vais revérifier. Donc j'ai pu tester ça et du coup j'ai testé aussi ma manette de Series X. Ma manette de Series X sur mon iPhone et celui-ci sur le Samsung S20. Bon, déjà je suis content
parce que j'ai l'impression de retourner en adolescence. Beaucoup de gens, enfin tous ceux qui me connaissent, savent que je joue pas au mobile. Je joue pas du tout au mobile. Et ma dernière console portable que j'ai eue, c'est la PSP. Par contre, je l'avais bien brûlé. Je l'avais bien brûlé. La best PSP, bien évidemment, pour les bonnes raisons que vous connaissez tous sur ce plateau. Et le mobile, je suis pas du tout à l'aise. Je trouve pas ça intuitif et j'ai un peu la flemme de jouer comme ça avec un téléphone dans les mains. À part parfois 1 ou 2 jeux de rythme où tu joues comme ça en tapant des doigts. Mais sinon, je joue pas du tout avec. Ça, c'est vraiment cool. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut, hop là, écarter, mettre le téléphone au milieu. En paysage et à l'horizontale pardon et directement derrière jouer. On allume sur le bouton Xbox qui est ici, on a le Bluetooth en bas pour gérer et on peut jouer à tous les jeux du Game Pass. Maintenant j'arrive derrière, vu que c'est pas comme le premier, c'est le premier qui avait une connectique je crois si j'ai pas de bêtises, le MGX. Non, les deux sont en Bluetooth. C'est juste qu'en fait, celle-ci, la Pro, ce qui change de la classique, c'est qu'elle a le vrai format manette. Ok, le Alors format que la manette avec MGX, les c'est gâchettes. juste un petit truc rond. Ok. Il n'y comme en a aucun des deux qui avait une connectique pour connecter un Non, téléphone. USB-C, non. Ok. Non, Il me semblait qu'il y avait la première c'est qui les avait USB-C. GameSire que j'ai testé sur le JDH qui ont les connectiques Dans la USB-C connectique. ou chez Razer. Mais Ok. pas encore chez Nakon. Donc c'est un peu dommage parce que j'ai joué en Bluetooth et j'ai joué du coup en cloud via le Wi-Fi. Donc ça fait 2 connexions sans fil, donc on perd un peu. Bon, l'expérience était quand même cool. Voilà, j'ai été très méchant avec le cloud à l'époque. C'est juste que, on va dire, il y a 2 formats de jeux vidéo. J'ai pu tester des jeux de combat sur le Game Pass, comme on sait qu'il y a Dragon Ball Fighters actuellement. Voilà, ceux sur le chat savent que j'ai fait de la compétition sur Dragon Ball Fighters. Pour le jeu de combat, c'est difficile pour moi. C'est très difficile pour moi parce qu'il y a du délai. Et du coup, Alors, pour tout ce qui va être combo, précision et tout, je te ferai j'ai beaucoup de tester mal. GeForce Now parce que pour le coup, c'est le Game Pass. J'aime beaucoup pour le catalogue. Par Ouais, contre, pour le catalogue, techniquement, ouais. c'est celui qui est le plus en retard. Qui est le plus en retard, ok. Et particulièrement sur le délai. Ok. Par contre, Guilty, j'ai pas testé Dragon Ball Fighters, mais je te le ferai tester. Stripe sur GeForce Now, ça marche bien. Guilty sur GeForce Now, ça marche. Ouais, je peux faire mes combos relativement à l'aise. Ok. En étant opti, en ayant la connexion USB-C qui va bien. Ok, voilà, donc avec USB-C, avec les trucs. Ouais. Donc voilà, moi j'ai essayé plusieurs types de jeux. Donc j'ai essayé des jeux solo, j'ai essayé des FPS, j'ai essayé des jeux de combat. Pour les jeux qui ne demandent pas vraiment beaucoup de précision, il n'y a pas de problème, c'est un régal. Pour une fois, j'ai pu kiffer une partie de jeux vidéo sur mobile. Donc vraiment, je suis vraiment pour un peu le Play Everywhere. Donc bien évidemment pas pour une solution full cloud, je trouve pas ça fou. Ce que j'aime bien avec le Game Pass, c'est que j'y joue sur ma Xbox Series, j'y joue sur mon PC, et du coup ça me permet d'y jouer au bureau ou ailleurs, parce que mon dehors, la 4G, c'est coup-ci coup-ça parfois, mais ça me permet d'avoir voilà, un support pour jouer aux jeux du Game Pass au bureau ou ailleurs sur mobile. Donc pour ça, c'est validé. Niveau d'input délai, voilà, comme disait Heisenberg dans le chat, je sais que tout à l'heure il avait ce débat quand vous avez commencé à parler de Stadia avec un autre collègue plus haut. Oui, bien évidemment, quand on cherche de la précision, donc si vous jouez à Doom, au FPS, si vous jouez à des jeux de combat, je précise sur le Game Pass et pas sur GeForce Now, ça va être très compliqué. Si vous êtes un joueur pointilleux, ça va être très compliqué. Après, Si vous n'avez pas besoin de- Même sur la plateforme la plus optimisée, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Oui, Mais là, oui, c'était- bien sûr. Enfin, c'est ce quand même sera un jamais secteur, ouais. moins bon, ce sera jamais meilleur que le local. Que le local, bien évidemment. Ce qui me rend fou, c'est que les gens font toujours le débat encore et encore de remplacement, alors que c'est pas remplacé. Non, c'est pas remplacé, c'est une C'est solution, existé en c'est une parallèle, solution de en secours fait. en parallèle, quoi. Ouais, c'est le truc. Pour moi, c'est l'exemple parfait, c'est le MMO. Ouais. Hein, tu te fais tes pecs stupides, ridicules, là, qui sont constamment en mode FedEx, tu vois. Tu le fais en cloud quand tu es sur une pause déj ou un truc comme ça. Tu rentres chez toi, tu vas sur ta grosse machine et tu fais ton raid. Et tu fais ton Et raid. c'est PVE. c'est ce que ça ouvre, en fait. Le cloud ouvre le fait de pouvoir jouer, peu importe l'appareil sur Ouais. lequel tu es. Justement, voilà, c'est là où je voulais en venir. Du coup, c'est pour ça que finalement, mon retour, je le valide quand même. Je suis très satisfait. Je pense que je vais continuer à utiliser le cloud parce que ça me permet, comme tu disais, de jouer quand je suis pas sur mon setup principal à des jeux que j'aurais pas forcément fait sur mon setup principal. Donc, tu as toute la section dans le Game Pass, les jeux indépendants, les autres jeux et tout. Donc, j'ai lancé des jeux indie que j'avais pas encore fait. J'ai lancé d'autres trucs que j'avais pas encore fait. Et ça me permet de les compléter soit au bureau ou soit quand je suis ailleurs dans un autre bureau en dehors de Webedia. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, le Autrement, cloud, pour moi, c'est validé. Excuse-moi, Pépé. Je t'en Et prie. je termine dessus. Ça sert pour moi de solution complémentaire à ajouter dans un package vidéoludique et de cette façon-là, je trouve que c'est vraiment cool. J'ai 2 questions de béotien complet. D'abord, le tarif, tu l'as donné ou pas que les gens- 90 du coup au taxo à Ouais, préciser. il y a 2 prix qui s'affichent Il y a en deux fait, prix sur le site officiel. Il y a 80 et 90. Donc, du coup, Ah, c'était 80 que j'avais vu moi, c'est ça. Mais ouais, il y a les deux, donc je sais pas exactement. Par rapport à d'autres produits du même acabit, est-ce qu'on est sur un tarif qui est agréable ou un tarif qui est élevé? J'ai envie de dire c'est agréable parce qu'en fait aujourd'hui une manette c'est 60 € une manette. Ouais, 60 Ouais, Une ouais, manette c'est en 60 moyenne. €. Une manette de Series X 60 €, une manette de PS5 60 €. Là tu as le support en plus.
C'est optimisé pour, donc tu payes 20 € de plus, je trouve que ça va en vrai. Ok. Bah, surtout, en fait, c'est un produit qui existe pour les besoins d'une niche. Donc, c'est pas, tu vois, 60 €, tu peux produire des millions de manettes, tu sais que tu vas les vendre. Mhm. Ça, si c'est produit à plus de 20 000 exemplaires, je pense que je me mets une claque, en fait. J'y crois zéro, tu vois. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu plus coûteux parce que c'est produit en bien plus modeste série, en fait. C'est ça. Et que s'ils arrivent justement à produire en modeste série, mais quand même de qualité, parce que je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait le test de la Nikon MGX Pro déjà sur le JDH, tu as la VOD sur mon YouTube, mais je ne sais pas ce que tu en penses, la qualité de fabrication et le confort est là. Tu vois. Oui, On n'est il y a pas un au vrai niveau, confort, c'est pas cheap, hein. Ouais, c'est pas cheap. On n'est pas totalement au niveau d'Xbox, je trouve, non plus, sur la Non, qualité un peu du en dessous, plastique, un peu en tu vois, dessous, genre. ouais. Mais sur le confort de jeu, tu peux jouer 4 heures d'affilée et tu seras très bien, quoi. C'est ça. C'est ça qui compte pour moi dans le prix, c'est qu'on est quand même 2 joueurs, tu vas vouloir ça en France, et on l'a. On est 2 joueurs et demi. Et puis ouais, moi j'ai l'habitude du coup de consommer Nakon avec la Révolution Pro Controller 3 et on garde le même système de gâchettes. Les gâchettes, elles sont à peu près comme celles de la Révolution Pro Controller et le confort est là et surtout on a ce truc derrière qui fait que c'est pas dégueu en fait quand on pose le téléphone. Le téléphone n'est pas dans le vide comme sur la première version ou comme sur certaines versions de support. Ça, c'est super pratique. Et au final, quand tu es comme ça, je fais comme ça à peu près avec l'iPhone, ça dépend de la taille du téléphone, pardon, avec le S20 et autres, mais tu as vraiment l'impression de jouer une console portable. Et ça, pour moi, c'est un fil dont j'avais besoin, en fait. Tu Juste vois. pour montrer, parce que moi, je vous l'avais montré parce que je l'avais limé, mais même en... Attention, alors là, Même en utilisant le Fold, moi tu l'avais déjà j'avais fait, c'est limé très cette impressionnant, partie pour accrochez-vous, faire messieurs. en sorte que le Fold soit bien au centre. Voilà. Mais même Il va quand nous on le folder lime la pas, manette, mais c'est un truc là. ça fait des dingueries hyper confortables, en fait. C'est trop confort. Et là, à ce moment-là, tu n'as plus l'impression de jouer à un jeu mobile. Là, Tu as avec l'impression de jouer à la PS Vita ou un écran machin, comme et ça, mec, c'est tuerie pour le cloud, hein. C'est le truc le plus confort pour moi. T'as combien en batterie Très là-dessus? j'ai pas la durée de la batterie, c'est vrai, bonne question. généralement, c'est Je l'ai pas autour de rechargé en 20 heures. plus. Ouais, ça doit être tranquille quand même. Ouais, c'est Combien autour de 20 heures, donc 20 heures, t'es très bien, bien. 20 heures. C'est bien. Ben, merci Reza, c'est génial. Je suis Ouais, très pépé. content. Moi, je vais finir avec un petit test rapide. Non, mais pour le plaisir, un jingle de test, parce que moi, je les aime bien vos jingles. Et puis, quand je l'ai raté les premiers, je vois qu'on a un beau jingle de test maintenant. Pour le... Mais non, j'ai pas mauvais caractère. Bon, là. Bon, on va finir avec un test, parce que c'est un test d'un produit que j'ai reçu donc il y a une dizaine de jours, les fameux AirPods Pro. Alors, c'est un petit peu mon truc, ça, parce que j'ai les précédents, je connais les casques Apple, je connais tous les autres, les concurrents, les Bose, les Sony, les machins. Je vais rappeler rapidement ce qu'a fait Apple d'ailleurs sur ce produit. Il y a eu 3 ans quand même de développement sur ce produit. Alors, ils ont tout refait, c'est la page blanche. C'est qu'ils sont partis du truc, ils ont dit, bon, non, on va tout refaire. Donc, il y a des nouveaux drivers, donc les haut-parleurs à fort débattement. Alors, le débattement, je rappelle, hein, c'est de Vialet Forever, c'est quand vraiment la membrane débat, si je peux dire. Alors après, vous avez de nouveaux amplificateurs dessus, ils ont revu l'architecture de A à Z, tout a été revu sur le produit. Alors le truc concernant justement le Bluetooth, là c'est des codecs basiques entre guillemets, mais c'est pas un problème, hein, c'est AAC et SBC. Il y a également des nouveaux micros qui sont installés à bord, avec la possibilité, on va voir maintenant parce que justement j'ai mis des petites slides, de photographier justement ta boîte crânienne ainsi que l'entrée de ton tympan. Tu sais, Florian, c'est des slides qui sont en largeur. On me voit faire le voilà, tu vois là. Bien sûr, c'est capture de l'oreille. Grâce à ça, justement, l'idée d'Apple sur ce produit par rapport au précédent, c'est de dire on va faire quelque chose pour chaque personne. Je rappelle que chaque être humain n'écoute pas, on n'entend pas de la même façon parce qu'on a les oreilles pas passer de la même façon. On a, bien sûr, vous voyez la tête d'Ahuri. Voilà, on a également, bien sûr, la boîte crânienne qui joue. On n'a pas tous la même voix, pas même le retour de notre voix. Donc l'idée, grâce à ça, c'est de permettre justement au son d'être adapté, notamment pour le fameux 360 degrés audio, donc le Dolby Atmos for Music, qui est un monument très important chez eux. Donc ils travaillent tout ça. Donc c'est un produit qui se veut le concurrent parfait des modèles Bose QC Earbuds 2 ainsi que les concurrents des Samsung, les Buds. C'est vraiment des produits qui sont dans la mouvance totale. Alors moi j'ai testé justement le produit en long, large, en travers avec iOS 16.0.2 parce que c'est 16.0.2 qui permet le scan justement des oreilles et d'avoir justement ce côté dont on va parler tout à l'heure, le 360 degrés. Je tiens tout de suite à mettre fin à une rumeur. Parce que quand
justement, on a annoncé la possibilité de scanner les oreilles. On a dit, voilà, le iOS 16.0.2 va permettre de scanner également des oreilles et également de travailler sur le mode transparent. Un transparent adaptatif, je répète ce que c'est l'adaptatif, c'est qu'en effet vous avez le mode transparent normal, vous savez ce que c'est le mode transparent quand vous baladez, hop, ouverture des écoutilles, on écoute l'extérieur au travers des micros, ça fait qu'on n'entend plus, on ne sait plus, même plus qu'on a le casque. Là il est adaptatif, c'est-à-dire que pendant le mode transparent, imagine tu es dans la rue, tu as le mode transparent, il y a une ambulance qui passe, mais un truc à 112 dB. Alors là tu dis, oh, avec le mode transparent normal, tu es là, oh, j'ai un blast audio et tout l'horreur, tandis que là le mode transparent adaptif va baisser le bruit de l'ambulance pendant que ça passe, et quand l'ambulance est passée, tu vas revenir à ton mode normal, tu écoutes la rue, tu écoutes tout ça. Et justement, il y a une rumeur qui s'est lancée au moment de la mise à jour disant que lui, il pouvait justement avoir ce mode transparent adaptatif au travers de iOS. Donc la version 16.0.2, j'ai fait l'essai, c'est non. Il ne peut pas l'avoir pour le moment et j'ai un petit peu enquêté. A priori, c'est une question de puce parce que ce produit a la puce H2 à l'intérieur. Et ces autres produits ont la H1. Il paraît qu'en effet, l'adaptation du son à l'extérieur, ça demande un gros calcul en temps réel, parce qu'on peut faire une adaptation comme ça, baisser le son quand une ambulance passe, mais il faut que le calcul soit très rapide, et il n'y aurait que la H2 qui peut le faire. Donc je suis désolé, pour le moment, le AirPods Max restera avec le... Attends, tu es en train de me dire qu'une fonctionnalité que les écouteurs Sony ont depuis genre 2-3 ans, Oh, mais il va se ils taire. peuvent pas le rajouter sur le AirPods Attends, Max mais- qui vaut un cerveau et demi, quoi. Mais le truc, c'est les Sony, l'adaptatif adaptatif complet des Sony en mode transparent. Adaptatif complet, je pense pas qu'il ait ça. Qu'est-ce que tu appelles adaptatif? C'est-à-dire que le moment où un son extérieur va être diminué de façon à pas t'agresser. Focalisation sur les voix. Ça c'est différent parce qu'il est ciblé, c'est-à-dire ça va être bus, voix. Ah oui, non, je me suis mal exprimé. Entendre les alertes. Je me suis mal de bus, exprimé. machin, En effet, ok. là, D'accord. tu peux dans l'application. Tu fais bien de me le dire. Dans l'application Sony, tu peux cibler le type de son. C'est-à-dire dire je veux diminuer plus les voix, un bus ou ce que tu peux faire avec Sony. Tandis que là, c'est quoi qu'il se passe, tu baisses. C'est-à-dire tout ce qui passe. Oui, Et mais tu cibles justement, pas. moi, c'est ce qui me choque, c'est que c'est quand même il vaut combien ce casque? Il vaut cher, Voilà, tu vois. il vaut 629 €. Et il n'arrive Wow. pas à avoir la fonctionnalité d'un casque. Il ne l'a pas Sony pour le à moment. 300 Parce qu'il faut € de payer 2, plus 3 cher. ans. Il ne l'a pas parce qu'en effet, C'est c'est abusé. introduit avec 16.0.2 sur les sons en général. Monsieur Otaksu, que vous avez raison de me le rappeler, vous avez toujours raison de toute façon. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là. Bon, on va passer maintenant, on reste pas sur le terrain, comme c'est important. Vous allez me dire comment est le son du produit. Alors le son, c'est purement étonnant. C'est-à-dire que là, ils ont fait encore un step-up par rapport au précédent. Alors qu'on soit clair, le step-up, c'est pas le fossé, c'est pas un truc où on dit oh là là, mon Dieu, c'est l'abysse. Non, pas du tout. On sent qu'ils ont retravaillé le grave. C'est-à-dire que tendance moyenne quand même pour tout ce type de produit, c'est de rajouter du grave. Ils ont travaillé les voix humaines, donc en effet, c'est encore plus clair. Et surtout l'aigu. Ils ont un aigu qui est extrêmement précis. C'est assez étonnant. Ils ont fait un step-up là-dessus. Ça fait qu'il y a une notion de fidélité qui est immédiate. Par contre, il y a un truc très important qu'il faut savoir concernant ce produit, c'est qu'il a un son qui est très travaillé. Vous savez ce qu'ils appellent le computational audio chez Apple. C'est le moment où ils travaillent le son, ils prennent en effet le signal, le codec audio, ils vont aménager, ils vont rajouter un travail sur la position des voix et autres. On sent que c'est travaillé. Ça marche vachement bien, c'est flatteur, moi c'est un plaisir coupable. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas, en effet, ce qu'on appelle la haute fidélité, hyper clean et autres, mais quand tu les mets sur les oreilles, tu dis « Oh, mais c'est tellement agréable qu'on les porte. » C'est pas le mastering original. On les pardonne, quoi. Je veux dire, c'est tellement bien fichu. Tu te dis, les mecs, ils bossent. Même chose, celui-ci, il est entièrement faux. Je veux dire, le casque Apple, c'est un des meilleurs sons que je connais. C'est le mien, en plus, je l'adore. Et je le mets sur les oreilles, je dis, c'est faux, mais qu'est-ce que c'est bon. Parce qu'en tant que puriste, ça te dérange pas? Ah, mais ça me dérange pas parce que je sais que c'est plaisir coupable. C'est-à-dire que je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais mettre un casque focal avec un son hi-fi classique, mais je suis en vadrouille. En vadrouille, j'ai pas les mêmes exigences que chez moi. Par contre, il y a un concurrent qui se pointe qui s'appelle le Focal Batis, qui lui est un casque hi-fi qui est sorti hier, qui est à côté, qu'on présente tout à l'heure dans le récap, qui lui, par contre, dame le pion à celui-là. Bon, bref, dans tous les cas, le son est travaillé. Je n'ai pas dit que c'est travaillé mal, c'est travaillé gracieusement, avec tact, talent, charme, humour et charisme. C'est comme les constructeurs qui boostent le Ah mais c'est fini. des photos. La réduction de bruit, pour le moment, à l'heure de cette émission, c'est la meilleure du marché. La réduction de bruit. Il arrive à réduire les bruits sur de la plupart des fréquences, y compris le grave, c'est compliqué. Le grave, c'est le coup du bus qui passe à côté. Vous mettez ça, vous n'entendez même plus le bus. Attention, laissez le mode transparent, parce que le mode transparent va vous aider justement à entendre le bus. Merci dans tous les cas d'avoir regardé ce JDH, Merci, messieurs. Pépé. Vous êtes la bande Crash Merci, la mort, je Pépé. vous adore. Merci. Vous êtes C'est passé vite en vrai. Mais oui, ça passe super. C'était incroyable. Dans quelques
quelques instants le récap avec du monde et des chauves. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des tas de trucs et une belle soirée sur le stream. Allez, c'est parti. Merci dans tous les cas. J'en ai encore 50 minutes. Merci à la régie. Bisous tout le monde. Parce qu'ils bossent comme des malades, parce que moi je change les plannings, je change l'ordre des chroniques, je passe pas les jingles et c'est merveilleux. Ils suivent bien derrière en plus. Tu en sors comme un pro. Et du coup, avec une bande pareille, on a parlé de Le roi Google, de des 4K, d'USB type C. Dans le replay qui va arriver, vous aurez tout. Si vous prenez en route maintenant, vous aurez un replay d'enfer. Voilà, j'ai encore 30 secondes pour raconter ma live. Tout à l'heure, dans le récap, justement, il y a des tas de produits aussi que j'ai amenés. GoPro, nouveau casque français de chez Focal, des tas de trucs. Ah et oui, des il fait robots. des exclusivités pour le récap bien. qu'on Écoutez. pourra avoir dans le JDH. Écoutez, monsieur Otaku, vous n'allez C'est pas, une honte, monsieur. vous allez Fouquet. pas vous y Une honte. mettre. Hein. Et puis acheter des CD et Ça, pour me parler d'Apple. et Non, des mais vinyles. Abonnez-vous à Spotify.